bonsoir à toutes et tous. Merci d'être parmi nous. J'invite toutes les personnes qui sont en train d'arriver à s'asseoir. Les placements sont libres, donc n'hésitez pas à vous faire une petite place. On va débuter cette soirée dans quelques instants. Juste avant, pour vous faire patienter et le temps que chacun puisse s'installer tranquillement, d'abord vous aviez des rafraîchissements à l'entrée, n'hésitez pas parce qu'on terminera cette soirée par un cocktail dînatoire évidemment. Mais la soirée ne fait que commencer, alors pensez à vous rafraîchir. Et pour patienter, je vous propose d'introduire cette soirée avec un petit reportage qui met à l'honneur le mois d'Octobre Rose afin de pouvoir démocratiser et rendre plus accessible le dépistage pour lutter contre le cancer du sein. Softway Médical a mené une initiative particulièrement originale avec le concours de certains de ses clients radiologues en faisant du dépistage gratuit sur la place de la République dans ce que l'on a appelé la main mobile. Je ne vous en dis pas plus, vous regardez et on se retrouve juste après. Alors l'objectif de cette opération, c'est d'aller au-devant des femmes qui ne feraient jamais de mammographie. On a constaté que durant la pandémie, la participation au dépistage du cancer du sein avait chuté de façon assez significative et on voit de plus en plus de femmes arriver avec des cancers évolués. Et pour pallier à cette défaillance, nous avons décidé de monter cette opération pour aller au-devant des femmes et les sensibiliser sur la nécessité de faire un dépistage du cancer du sein régulièrement. On cherche des initiatives intéressantes autour d'Octobre Rose et on cherche chaque année à voir comment communiquer autour de l'événement pour pouvoir faire adhérer des dames à cet événement. Nos équipes se sont mobilisées en partenariat avec General Electric, Roche, Softway, Doctolib, pour n'en citer que quelques-uns, pour pouvoir fournir la possibilité à ces femmes qui n'auraient jamais fait de mammographie et qui passent devant nous alors qu'elles n'ont pas été contrôlées. Hier, nous avons eu une femme qui n'avait pas eu de contrôle depuis 2015 et à qui nous avons détecté un cancer. Elle s'est présentée à nous et vraiment elle était en rupture totale de suivi et de surveillance sans médecin ni gynécologue. Un événement qui a du sens parce que les femmes qu'on va voir, ce ne sont pas les mêmes que l'on retrouve dans nos cabinets. Ça nous redonne un petit peu le sens un peu de notre mission de soignants, de se rendre compte qu'on va aussi vers des dames, des personnes qu'on ne voit plus dans notre exercice quotidien. Softway Médical est un partenaire clé dans ce type d'opération parce qu'en fait il ne suffit pas de faire des mammographies, il va falloir inscrire les patientes, il va falloir pouvoir établir des comptes rendus, il va falloir pouvoir transmettre ces comptes rendus, imprimer les images, des échographies, faire des fiches de circulation, être connecté au système de carte vitale. Et donc tout cela était fondamental parce qu'on ne peut pas assurer un examen de dépistage autrement qu'en utilisant un RIS aussi efficace que celui qu'on utilise au quotidien. Donc on était très confortable parce qu'en fait on ne perd pas nos habitudes. Sans eux, on ne pouvait pas fonctionner. Ils n'ont pas seulement répondu présent, mais ils ont été très proactifs pour faire en sorte qu'on y arrive rapidement et qu'on n'ait pas de bugs dans cette chaîne que représente le dépistage. C'est un acte formidable parce qu'effectivement, l'image de Softway, c'est plus une image destinée aux radiologues. Et effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on affiche Softway sur un camion, peu de patientes savent ce que ça nous a apporté. Donc, c'est à nous de le faire savoir et à nous de le dire parce qu'en fait, effectivement, sans un partenaire comme Softway, cette opération n'aurait pas été possible parce qu'il y a la partie imagerie, il y a la partie diagnostic, mais ça n'est pas tout. On a besoin d'avoir nos éléments de RIS qui fonctionnent efficacement pour pouvoir établir des comptes rendus en bonne et due forme. Je faisais visiter un appart à côté et je ramenais ma cliente au métro et là j'ai vu le camion et je me suis dit bon bah c'est l'occasion puisque ça fait 5 ans que je ne suis pas passée au pressoir. Les femmes qu'on a rencontrées, ce sont finalement des femmes qui n'étaient pas venues depuis longtemps au dépistage ou qui n'étaient d'ailleurs jamais venues. C'était un des objectifs qu'on s'était donné quand même principaux, c'est d'accueillir des femmes qui ne viennent pas régulièrement ou qui ne viennent jamais et c'est aussi pour ça que c'est un succès. Une opération qui a remporté un franc succès. Merci pour vos applaudissements. C'est l'illustration parfaite d'une action de terrain qui peut être menée par un acteur de la santé comme Softway Médical. Et nous reproduirons l'expérience l'année prochaine, évidemment.
Merci à tous. David, je t'invite à me rejoindre sur scène. Merci, vous êtes désormais à peu près tous installés. Merci de nous avoir rejoints dans ce lieu absolument magnifique. Enfin, ce lieu, que dis-je, je pourrais parler d'un écrin, puisque nous sommes tout de même sur la place Vendôme. Et vous avez été très nombreux à répondre à notre invitation pour aborder ce soir un thème qui nous passionne tous. Il s'agit de l'intelligence artificielle au service du soin, mais aussi de la recherche. Et pour animer cette soirée, je suis accompagnée de mon collègue et collaborateur David Vincent, le directeur des relations publiques de Softway Médical. Bonsoir David. Et bonsoir à tous. Et ravi de co-animer ce soir donc, ce dîner-débat avec ma collègue, bien sûr, responsable de la communication. Chez Softway Médical. Voilà. Nous sommes de la même enseigne. Alors, pour parler de l'intelligence artificielle ce soir, nous avons décidé d'organiser une soirée dîner-débat. Et en fait, cette soirée est co-organisée avec Softway Médical, vous l'avez compris, mais aussi avec l'association des 3A. Les 3A qui veulent dire... Qui veut dire l'association des alumni et des amis de la PHP. Et pour représenter cette association ce soir, j'invite à nous retrouver sur scène Monsieur Guy Collet, le vice-président de l'association 3A, et pour représenter Softway Médical, le président de Softway Médical, Patrice Tesson. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais rapidement vous présenter Softway Médical en quelques mots. Donc, comme le nom ne l'indique pas, nous sommes une société 100% française. Softway Médical, c'est 750 collaborateurs à peu près aujourd'hui au service des professionnels de santé, avec 3 secteurs d'activité différents. Les établissements de santé, où nous équipons aujourd'hui 1300 sites cliniques ou hôpitaux, dont 19 GHT. C'est également un adressage sur la radiologie et la médecine nucléaire où nous avons aujourd'hui à peu près 1200 cabinets équipés avec nos solutions. Ça représente à peu près 50% du marché. Et également une activité dans la médecine de ville avec plus de 500 centres de santé et plusieurs centaines de médecins libéraux. C'est également une expérience à l'international, alors plutôt récente, qui après des investissements assez longs, commence à porter ses fruits cette année, puisque nous avons signé 3 gros dossiers que nous sommes en train de déployer au Canada. Et nous avons également une forte volonté d'exporter notre savoir-faire à l'international, peut-être dans des contrées plus proches géographiquement de la France. Et on espère que ça aussi, les investissements qu'on met pour atteindre cet objectif seront atteints dans les mois ou dans les années qui viennent. Et donc, du coup, pour finir, avant de passer la parole à Guy, nous sommes vraiment très heureux et honorés de co-organiser cette soirée débat avec nos amis des 3A de la PHP. Merci beaucoup Patrice. Tu restes avec nous sur scène puisque dans quelques instants, nous recevons un invité surprise. Guy Collet. Alors, je ne sais pas si j'ai une surprise, pas pour certains en tout cas. Moi, je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être là pour plusieurs raisons. Alors, il y a un coupable ici qui s'appelle Philippe Évrard, le professeur Philippe Évrard, qui m'a embarqué dans l'association 3A. J'ai accepté avec bonheur parce que je voyais là le potentiel de l'association. Cette association, c'est 4000 adhérents, plus ou moins actifs, bien sûr, à la fois en France et à l'international. C'est les anciens élèves des professeurs de la paix, en fait. Et beaucoup sont membres de l'association, mais peu sont hyper actifs. C'est toujours les mêmes, souvent dans une association. Mais ces réseaux peuvent être activés à tout moment. Et ça, pour moi, c'était important. Et cette association qui doit accompagner la paix, cette grande maison, qui est à la fois importante, étant donné la densité de matière grise qui est dans cette maison et des compétences qui sont dans cette maison, mais qui est en même temps une grande maison avec les inconvénients d'une grande maison. Et donc, on considère, et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai accepté de prendre des responsabilités dans l'association, l'association est un moyen pour moi d'accompagner cette maison qu'est la PHP de Paris. Ça, pour moi, c'était essentiel. Mais il faut qu'on sorte un peu de notre bulle. Et comme je connaissais bien Softway Médical pour d'autres raisons, parce que j'étais convaincu avec quelques-uns que le numérique en santé est fondamental pour développer les compétences, augmenter les compétences et des soignants grâce à l'apport du numérique et l'intelligence artificielle. Alors évidemment, ce soir, dans la salle, ce n'est pas de l'intelligence artificielle dans la salle, c'est de l'intelligence réelle. Et ça, c'est plutôt rassurant. Et je trouvais intéressant de mélanger à la fois les industriels, les soignants,
les administrateurs de l'assistance publique, et il y a quelques CHU, il y a 3 ou 4 GHU, de CHU de province qui seront dans la salle, et des médecins qui sont aussi en province, pour assister à cette conférence, qui est pour moi un élément clé et un élément important dans l'évolution de l'association, parce que l'association doit porter certains messages et travailler avec des professionnels et aussi des industriels. Patrice a dit que Softway était 100% français. C'est important par les temps qui courent. Vous savez que la France veut retrouver son indépendance industrielle dans le domaine du médicament, mais également dans le domaine numérique. Et avec quelques-uns, on a découvert Softway, et Softway est pour nous une pépite française qui doit participer à l'aventure française et européenne. Ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que j'ai proposé à Patrice, avec l'accord du bureau de l'association, un partenariat entre une société française et l'association pour servir la cause commune qui est l'intérêt des patients, l'intérêt des professionnels de santé pour l'usage du numérique, mais également l'intérêt des patients, parce qu'in fine, il s'agit de servir le patient. Et Softway a cette mentalité. Et par ailleurs, cette entreprise jeune, dynamique, est maintenant assez reconnue sur le marché. Ils viennent du privé, les cabinets libéraux, les cliniques, mais rapidement, en 2 ans, ils ont pénétré le marché public à une vitesse assez impressionnante dans le cadre des GHT et des CHU qui sont rentrés dans la mouvance de Softway. Et ça, c'est extrêmement important. Ils sont très dynamiques. Ils sont au service des professionnels. C'est leur état d'esprit. Et donc, je trouvais que là, l'association fait son job. Simplement 2 mots pour excuser Jean-Noël Fabiani-Salmon, qui devait être à ma place pour présenter en tant que président de l'association. J'en suis simplement le premier vice-président. Et Jean-Noël est un convaincu de l'intérêt des technologies et l'impact du numérique. Il en est convaincu 100%, comme beaucoup dans la salle ici, dans l'apport aux compétences professionnelles pour la pratique de la médecine. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, Jean-Noël est quand même empêché et contre sa volonté, comme on dit maintenant. Et donc, je vous demande de l'excuser. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, merci. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Guy. Très bel hommage porté à Softway Médical, et c'est un honneur également d'organiser cette soirée avec votre association. Alors, je précisais, oui, vous pouvez aller vous rasseoir. Merci, Président. Donc, nous aurons un invité surprise d'ici quelques instants, mais je vous propose de débuter la soirée par une conférence qui va être menée par le docteur Laurent Tréluyer, qui est également DSI de la PHP. Donc, docteur, si vous voulez bien venir nous rejoindre, peut-être vous mettre au pupitre directement. Alors, David, je te laisse nous évoquer les sujets qui vont être abordés par docteur Létuyer. Voilà, tout à fait. Je vais faire une petite présentation donc, du docteur Laurent Tréluyer, qui a donc, la particularité d'être aussi docteur. C'est très intéressant et on y est très favorable dans la richesse des échanges et de la vision. Donc, vous allez pouvoir ce soir nous faire un état des lieux de l'IA, du déploiement de l'IA au sein de la PHP, et nous évoquer les expérimentations et la déclinaison dans la recherche, dans la politique de soins que vous connaissez tant au sein de la PHP. Bonne conférence. C'est à vous. Merci à tous, merci de m'avoir invité. Toujours impressionnant de parler devant toute cette assemblée. Je vais essayer de vous faire rapidement et simplement ce qu'on a fait pendant la crise Covid. Donc on est assez focalisé là sur la crise Covid et comment on a utilisé les données dans le cadre de la crise Covid. La crise Covid est probablement la première crise qu'on a complètement pilotée par les données. Tous les soirs, vous avez sur vos smartphones le nombre de gens qui ont été infectés. Vous avez le nombre de gens qui sont en réanimation, le nombre de gens qui sont hospitalisés, le nombre de gens vaccinés. Ça, c'est des systèmes d'information qui ont été créés ou détournés, pour certains, pendant la crise Covid, en étant très courts. Donc quand vous voyez un peu cette crise Covid, et les décisions du gouvernement se basent sur ces chiffres-là.
Les décisions de vous mettre un masque, ce soir ou pas, de remettre un masque pour les enfants depuis hier, se sont basées sur le taux d'incidence, sur le taux de malades hospitalisés, en réanimation, etc. Donc vous avez la première crise pilotée d'un point de vue politique par les données. Et donc c'est ce sur quoi on va parler, là on va parler de l'IA et de ce qu'on a fait nous au sein de la PHP, mais c'est complètement intéressant, on ne l'a peut-être pas assez mis en avant, et ça sera aussi un débriefing de cette crise, de voir comment on fait perdurer tous ces systèmes d'information qui alimentent quotidiennement les décisions gouvernementales. On a un entrepôt de données de santé à la PHP qui est constitué depuis 2015. On avait, et on parlera des enjeux de la pandémie, on va parler sur la base de données sur les patients atteints de Covid. On a fait une base de données spécifique, les différents résultats et les perspectives. Donc le contexte, c'est on a créé donc en 2015 cet entrepôt de données. On est sur un cloud privé, c'est hébergé au sein de l'AP, avec des multiples jeux de données qui viennent, on verra tout à l'heure, de la plupart de nos systèmes d'information. On a mis en place des outils, on a créé des outils d'accès aux données. On a mis en place une animation au sein de nos chercheurs et au sein de nos médecins au service de la donnée, avec des expertises pour conduire les projets, un environnement pour des solutions innovantes. On est hébergeur de données de santé, donc on a mis en place cette infrastructure sécurisée au sein de nos 2 data centers. C'est un choix qu'on a fait au départ. C'est un choix qu'on pourra remettre en cause. On travaille sur cette notion de cloud de confiance actuellement pour voir, effectivement, on n'a pas vocation à monter des infrastructures extrêmement fortes. Pour le moment, ça nous suffit, mais clairement, on ira sur des clouds de confiance respectant un certain nombre d'éléments de souveraineté. On a un espace de données autorisé par la CNIL, et ce n'est pas simple d'être autorisé par la CNIL. Ils sont attentifs à un certain nombre d'éléments. Et on a mis en place une offre de service pour la recherche. Et ce qu'on a créé dans le cadre de l'entrepôt de données au moment de la crise Covid, c'est aussi un espace pour la notion de pilotage. Et on a mis en place un lab numérique. Donc, quand vous voyez, donc là, c'est depuis 2016, on est parti donc sur un format qui s'appelle I2B2, qui était créé par des Américains, enfin les universités de la côte Est, et on est en train d'évoluer techniquement. Je n'ai pas développé ça. Vous voyez, donc, on a travaillé depuis lors sur un certain nombre d'évolutions et de gouvernance et techniques. Et l'idée, c'est bien de développer la recherche sur données à l'échelle de la PHP. Et c'est aussi faciliter le pilotage de l'activité hospitalière et appuyer la recherche sur données en réseau. Là, on est en 2021-22, on verra qu'on a des perspectives pour optimiser les essais cliniques et évaluer les technologies de santé. Donc ça, c'est une belle chose pour dire qu'on a beaucoup de serveurs, on a de la GPU, on a de la puissance informatique. Il n'en faut pas tant que ça. Enfin, c'est quelque chose qui est accessible à un établissement de santé, où on a des data lakes, etc. Donc, on a nos sources de données, et on met tout ça, on intègre les données, on standardise, et on fait des API pour les sortir. Donc, ce n'est pas simplement que des data scientists qu'il faut en compétences, c'est toute une chaîne de compétences qui vont des systèmes de production à l'utilisation des données. Souvent, les gens se mettent à droite, ils disent qu'il faut des data scientists. Moi, le plus compliqué pour nous à recruter, en tout cas, et à mettre en forme, c'est nos data ingénieurs qui sont plutôt sur la phase d'intégration. Et c'est là, parce que c'est un métier ardu, pas forcément sexy, et on ne produit pas les choses pour les chercheurs, mais c'est un élément important, effectivement, dans notre chaîne. On a une alimentation quasiment en temps réel. On est à J-1 pour le moment. On fait plutôt en batch la nuit, mais on alimente les données en J-1. On est en train de regarder si on pouvait avoir des données avec une différentielle d'alimenter toutes les 5 minutes. On l'a testé sur un certain nombre d'éléments. Techniquement, c'est faisable. Savoir si on fait l'effort de le faire derrière. Donc on commence à avoir des choses un peu en temps réel. On a expérimenté, par exemple, pour les données de réanimation qui viennent des différents appareils biomédicaux. C'est quelque chose qu'on teste. Donc, alors, comme on est le plus grand hôpital européen, on a le plus grand EDS européen, c'est un avantage. On est toujours le plus grand. Voilà. Mais, alors, je dis ça et personne ne m'a contredit. C'est aussi un avantage, c'est-à-dire que probablement que les Anglais sont plus gros que nous. Voilà, parce qu'ils ont la NHS et les trusts. Alors, ce n'est pas évident, parce que quand vous regardez vraiment, vous fouillez ce qui se passe en Angleterre, finalement, c'est aussi une organisation par trust et pas forcément une organisation nationale.
Donc là, vous avez donc plus de 12 millions de patients, 30 millions de séjours, 25 millions de diagnostics, etc. On a plus de 70 millions de documents et ça alimente évidemment tous les mois, on augmente le nombre et avec un périmètre qui augmente. Donc là, on est en train de travailler sur la NAPAD, sur les SAMU, sur les lames virtuelles, sur la cancérologie. On est en train d'intégrer des données externes comme tout ce qui est pollution air, etc. Donc vous voyez, on augmente aussi bien en termes vertical qu'en termes en profondeur et en nombre. Donc là, coronavirus, vous savez où on en est. On a eu un enjeu urgent d'exploitation de données parce que le directeur général, il voulait savoir combien on avait de patients au sein de l'AP, comment ça se passait, comment on pilotait. Enfin, voilà. Donc on a eu un besoin de pilotage pour avoir nos nombres de lits et comment on augmentait nos capacités hospitalières. Donc on a eu très rapidement, fin février, début mars, des demandes très fortes de données et dans un contexte de tension extrême où les structures bougeaient tout le temps, puisqu'on crée des structures pratiquement tous les jours. Et donc on a eu un sujet de référentiel de structures très très rapidement. On a déployé de la télémédecine de manière très rapide, projet Covidom. Donc il a fallu à chaque fois créer des systèmes de pilotage en même temps qu'on crée les systèmes de production. Il fallait comprendre les caractéristiques de la maladie. Au début, rappelez-vous, en mars 2020, on ne connaissait pas tout. Et donc, on s'est mis dans cette configuration d'aider nos chercheurs à le faire. Prédire l'évolution des patients pour optimiser les prestations de soins et investiguer les options thérapeutiques. Donc, en mars 2020, on a fait une task force, data inédite. Donc, on a travaillé, on a multiplié par 5 le nombre d'acteurs qui travaillaient sur le nombre sur la partie EDS. On arrivait à une centaine de personnes. Soit mes équipes, soit du pro bono. On a eu beaucoup d'aide en fait extérieure, avec des équipes qui étaient au chômage, parce qu'elles n'étaient plus occupées dans les projets. Donc on a eu beaucoup de sociétés qui nous ont proposé leur aide. Et ça a été un assez gros travail d'intégrer toutes ces compétences-là au sein de l'EDS. Mais on a, en 3 semaines, on est monté à une centaine de personnes, voilà, très très rapidement là-dessus. Gouvernance et règles d'accès, tout le sujet, ça a été effectivement de ne pas oublier les règles RGPD alors qu'on était dans un système de tension extrême. Et donc ça a été pas si simple que ça. Et à un moment, on s'est beaucoup posé de questions entre l'efficacité et puis la loi informatique et liberté. Donc on a un peu aménagé les règles dans le cadre de la crise sanitaire. On a travaillé, on a fait une base de données dédiée pour séparer les données dans un entrepôt de données spécifique et on a informé les patients, et c'est toujours compliqué d'informer dans le cadre d'une crise, là-dessus. Et on a eu des procédures accélérées d'instruction des différentes demandes d'accès par le comité scientifique et éthique, qui est un endroit, un organisme qui permet d'étudier l'ensemble des demandes. Et donc, on a créé un APHP Covid Clinical Data Warehouse Initiative qui intégrait l'ensemble des personnes particulièrement impliquées dans cet élément-là. On a donc essayé de trouver les patients suspects ou diagnostiqués Covid, parce qu'il y avait les PCR, mais pas que, et les PCR pouvaient être faits à l'extérieur. Il y avait donc sur la partie scanner, sur diagnostic de Covid, et vous voyez que le codage PMSI, il arrive trop tard. Le codage PMSI se fait après le séjour. Donc, quand on a commencé à proposer de faire des bases de données sur le PMSI, on était déjà à 15 jours de retard, ce qui n'allait absolument pas dans le cadre. Donc on a donné un statut Covid défini par les investigateurs, en fonction de ce que c'était un radiologue, un virologue, où on a des petites variations de chiffres, mais on est monté sur des cohortes de 15 à 20 000 patients soignés à la PHP qui ont été traités par le Covid. Donc c'est des grosses cohortes, en fait, et ça fait partie des plus grosses cohortes mondiales. Qu'on a en tout cas sur un certain nombre d'éléments, par exemple sur le nombre de scans thoraciques, on est dans les plus grosses cohortes mondiales. Avec des critères d'inclusion, donc PCR positive, avant l'émission, 3 jours après, comme CIB10. On a eu des critères d'exclusion pour un certain nombre d'études. Ça, on vous donne un exemple d'une étude par Lombardie, mais donc comment on intégrait l'ensemble des données qui venaient de nos différents systèmes d'information, en sachant qu'on avait une hétérogénéité. Nous, on a Orbis, mais on a aussi du DSCare, on a un certain nombre d'éléments, on a d'autres éléments qui sont là. Et donc, en fait, des choses qu'on n'avait pas prévu d'intégrer, on les a intégrées. Et sur la réanimation, on a plusieurs systèmes d'information, c'est riche, Metavision, Clinisoft, Orbis, etc. Donc, comment on a intégré ce qu'on n'avait pas fait rapidement des données qui venaient de différents systèmes d'information, tout ça en 3-4 semaines. Et donc, il a fallu simplifier, accélérer les choses. Et donc après, une fois qu'on les avait intégrés, on pouvait faire différents traitements derrière.
Donc ça, c'est différentes études pour vous montrer qu'en fait, on a pas mal publié et on est en train de beaucoup publier sur le sujet et sur des impact facteurs qui commencent à devenir sérieux parce qu'il y a tout un temps de collecte et un temps de publication. Donc ça, c'est une des études qui a été publiée récemment par Lombardi. Derrière, il y a eu d'autres 160, on a eu 70 projets CSE Covid-19 qui sont en cours. Donc, vous voyez, ce n'est pas un projet, ce n'est pas deux projets, c'est 70 projets qui ont été menés à travers cette base de données. Des projets divers, de épidémio, on a eu aussi de l'IA, là, on est en train de travailler sur des algorithmes d'IA pour prédire une infection Covid à travers les scanners, comment une IA peut accélérer autour de ça à travers la base de données. Donc ça, il y a différents consortiums qui ont été créés, avec des consortiums qui ont été faits au niveau de l'AP, mais sur lesquels on a intégré soit d'autres établissements de santé en France, soit au niveau international. Ça, c'est le talent de nos chercheurs qui s'associent et créent des consortiums différents. Ça, c'est pour vous donner des suivis aussi dans le cadre de pilotage. Là, tous les jours, on publiait, par exemple, le nombre de malades en réa, d'où est-ce qu'ils provenaient, où est-ce qu'ils sortaient. Et donc, on avait des tableaux de bord qui étaient produits de manière quotidienne sur soit la journée, soit des moyennes hebdomadaires glissantes. Et donc, ça, c'était publié, ça alimentait constamment les réunions de crise. On avait une réunion de crise quotidienne. Et donc, on avait un PowerPoint d'à peu près 75 slides qui présentait les différentes données, alors de la PEV, dans l'extérieur de la région, etc., mais qui alimentait les décisions de la cellule de crise APHP et qui alimentait aussi au niveau de l'ARS et au niveau ministère pour un certain nombre de chiffres. Donc, suivi les résultats de biologie, vous voyez, ça c'est les PCR, on a les sérologies qui ont été menées, donc c'est au sein de nos hôpitaux, donc il y a tout un tas d'alimentations qui ont été faites. Les perspectives, pour terminer un peu là, pour terminer cette présentation, c'est de dire, nous, on pense, et c'était un peu nos débats avec d'autres organismes, c'est que le CHU est un lieu majeur de production et d'exploitation de la donnée. On n'est pas juste un fournisseur de la donnée, on n'est pas là que pour produire de la donnée, mais on est aussi là pour aider à la production, mais aider aussi à l'exploitation de la donnée. Et donc, c'est une importance des CHU, et je crois que la conférence des DG de CHU l'a marqué encore il n'y a pas très longtemps, je laisserai Nicolas Best peut-être rebondir là-dessus après, mais je crois que c'est un élément important, en tout cas c'est un lieu de recherche et de recherche sur la donnée qu'on ne peut pas externaliser autour de ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'importance de la proximité expert-producteur-utilisateur. La donnée, ce n'est pas une donnée n'importe laquelle, etc. Il est important que celui qui va utiliser la donnée dans le cadre de la recherche soit pas loin de celui qui l'a produit. Nous, on a eu beaucoup de débats là-dessus. Et il y a un moment où il y avait des vraies réunions pour bien comprendre comment était fabriquée la donnée, donc comment on pouvait l'exploiter. La valeur ajoutée dans la validation d'algorithmes et d'outils, on crée un algorithme qui le valide, qui le teste. L'algorithme est souvent une boîte noire, et donc à un moment, il faut le tester. Et les CHU sont l'endroit où on peut tester, en tout cas, l'ensemble des algorithmes, et comment on l'intègre dans nos systèmes d'information. Comment vous l'intégrez dans le processus, etc. Learning Health System, donc tous les systèmes apprenants. L'importance croissance de la confiance du patient. Donc ça, c'est un élément majeur pour nous du rôle du CHU et de la recherche. Et comment on inclut ces patients dans nos décisions, comment on arrive à travailler avec lui, en particulier sur les algorithmes. Si on veut utiliser les algorithmes, si on veut lui dire votre scanner thoracique est normal, ça a été vu par un algorithme, si ça n'a pas été validé en amont, on n'aura aucune confiance de nos médecins là-dessus. Il y a un enjeu majeur pour nous de la valorisation scientifique et financière, de l'intégration des données et leur exploitation. L'EDS a été construit sur nos fonds propres. Donc c'est un investissement, c'est une décision du directeur général. Là, on commence à avoir des revenus un peu externes. Alors on l'a à travers des projets de recherche, on l'a à travers différents sujets, mais on ne peut pas ne pas valoriser, ou alors il faut alimenter dans le cadre d'autres systèmes de financement, MIGAC, mairie ou autres, mais on a un vrai sujet là de financement des entrepôts de données de santé, autrement on n'arrivera pas à produire, ça coûte cher et en matériel, mais surtout en compétences et en équipe. Et il y a des seuils, on ne peut pas avoir une équipe de data scientists de 3 personnes. Moi j'en ai à peu près là 70-80, ça commence à avoir un seuil d'activité critique intéressante parce que je commence à avoir des compétences de manière intéressante, et surtout dans un milieu où j'ai beaucoup de turnover.
Les jeunes, ils vont rester 3-4 ans. J'ai une dizaine de polytechniciens sur ces équipes-là. C'est des gens qui restent 3-4 ans, qui s'investissent dans ce système-là, mais qui tournent après et qui vont aller voir ailleurs. Donc ça, c'est un élément en tout cas important pour nous. Il faut valoriser pour pouvoir créer et continuer à créer l'ensemble de ces éléments. Et puis, il y a la nécessité pour les établissements de santé de travailler avec l'université, donc de ne pas rester sur la partie fac de médecine, mais avec les autres domaines, maths et autres, pour qu'on renforce notre expertise sur la partie de la science des données. Et voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, docteur Tréluyer. Très très belle conférence. Je vous invite à prendre place et la conférence étant terminée, nous allons donner place à la table ronde. Donc je vais inviter à nous rejoindre sur scène 4 de nos intervenants. Il y a d'abord le professeur Philippe Cole, qui est chirurgien et DSI du CHU de Liège, si vous voulez bien prendre place. Nous avons également monsieur Nicolas Best, DG du CHU de Nîmes, si vous voulez bien aller vous installer. Shirley Brotier, qui est notre CTO, autrement dit directeur recherche et développement chez Softway Medical, et puis Alexandre Templier, président de la société Quinten. Merci de bien vouloir vous installer. Pendant ce temps, David, je propose que pour ouvrir cette table ronde, tu puisses nous en dire un petit peu plus sur ce qui va être abordé comme point par chacun de nos intervenants, à commencer par le professeur Cole. Voilà, Monsieur Cole, je vous invite à rejoindre la tribune. Donc le temps que le professeur s'installe, peut-être à noter sa récente entrée à l'Académie royale de médecine belge. Donc on est ravis de vous accueillir ce soir et d'avoir un regard aussi extérieur. Donc vous allez nous parler des étapes vers l'IA au sein du CHU de Liège, votre CHU. Et nous allons avoir la chance de bénéficier d'avoir un regard sur votre vision médicale croisée à votre expertise du système d'information et nous évoquer un petit peu les objectifs pour 2030 que vous ambitionnez au CHU et un petit peu au sein de la Belgique. Merci beaucoup et merci chaleureusement à l'AP d'une part et à Softway Medical de l'invitation. C'est un honneur d'être parmi vous ce soir. Donc très de Liège est un hôpital donc académique. C'est en fait un des 7 hôpitaux académiques belges et le seul hôpital académique en Wallonie. Donc vous en conclurez que les 6 autres sont dans la région flamande ou dans la région bruxelloise. Nous avons près de 1050 lits, environ 6000 employés. Nous avons une particularité, c'est que nous sommes déployés sur 6 sites, dont 4 sites d'hospitalisation. Et nous avons, bien entendu, nous exerçons les différentes missions habituelles d'un hôpital universitaire, que sont la prise en charge des patients, la recherche, l'enseignement et en particulier la prise en charge de pathologies complexes, ce qu'on appelle éventuellement des centres de référence tertiaires. Alors, il y a une vingtaine d'années, notre situation était celle de n'avoir que très peu de gestion de systèmes d'information, d'avoir une informatisation des services médicaux qui était morcelée et segmentée en fonction essentiellement de l'intérêt que tel ou tel professeur ou chef de service avait et des moyens financiers à sa disposition pour informatiser, et l'informatisation des unités de soins en tant que telle était inexistante. Nous avons pu bénéficier en 2003 d'un plan stratégique institutionnel au sein duquel la mise en place d'un dossier patient informatisé était essentielle, et je pense qu'on ne peut réussir la transformation numérique d'un hôpital, surtout de la taille d'un CHU, ou a fortiori de plusieurs CHU, que si c'est fait partie de la stratégie de l'institution. Ça doit véritablement être ça doit être demandé par la base, mais ça doit être porté par la direction générale de l'institution. Alors maintenant, nous avons un DPI complet, donc un dossier médical, un dossier infirmier, paramédical, une gestion des lits, une gestion des rendez-vous, un PACS bien entendu complet, un LIS également, mais ça nous l'avions déjà, on l'a remplacé, et des prescriptions d'analyse médicale, des prescriptions d'examens complémentaires, des prescriptions de médicaments également, une gestion informatisée du bloc opératoire, un portail de prise de rendez-vous. Et tout cela donc déployé pour nous amener progressivement, pour ceux qui connaissent IMS et la classification MRAM, Electronic Medical Record Adoption Model, nous avons atteint le niveau 6 en 2016, donc dans les critères précédents. Il existe également en Wallonie un réseau de santé wallon qui permet via un portail l'échange vers l'extérieur et de même également un portail d'imagerie. Nous avons donc atteint, comme je l'ai dit, il y a 5 ans maintenant, l'MRAM 6 et nous sommes dans un processus de certification JCI qui a néanmoins été mis un peu en parenthèse
pour les raisons que vous connaissez au cours des derniers mois ou des dernières années. Alors, un élément essentiel dans mon esprit, dans l'évolution du DPI, ce sont les systèmes d'aide à la décision. Ça fait partie d'une exigence déjà pour le niveau 6 et a fortiori pour le niveau 7 de IMSS. Et donc, que sont les systèmes d'aide à la décision? Ce sont des alertes contextuelles pour la prescription et l'administration des médicaments, des outils de cotation clinique et des calculateurs de probabilité, des outils intégrant des règles de prédiction ou des aides à la classification de la maladie et au diagnostic, donc aussi bien de l'aide diagnostique que de l'aide thérapeutique. Et je pense que c'est essentiel, en particulier dans un hôpital académique où nous accueillons des médecins en formation et des étudiants en médecine. Vous voyez l'ensemble des bénéfices d'un système d'aide à la décision, des objectifs que l'on peut atteindre. Et je pense qu'on ne peut plus concevoir en 2021, à l'aube de cette décennie, de déployer un nouveau DPI qui n'aurait pas comme fonctionnalité essentielle des systèmes d'aide à la décision. Alors bien entendu, en amont, les données doivent être structurées de manière suffisamment correcte et suffisamment claire. Et je pense que quelque part, ce n'est pas encore de l'intelligence artificielle, mais c'est quelque part un premier pas vers l'intelligence augmentée. Donc un exemple, on pourrait en donner des dizaines, c'est très rapidement, on va rentrer de l'information sur la situation du patient et le système va de manière systématisée fournir un score et donc un risque de mortalité pour des pneumonies de type acquises dans la communauté. Et en fonction de ça, aux urgences, vous n'allez donc pas dépendre la prise en charge, fût-elle aux urgences ou aux soins intensifs éventuellement, ne va pas dépendre de qui est aux urgences à ce moment-là, puisque le système est tout à fait standardisé. Et on peut évidemment multiplier les exemples à l'infini. Alors néanmoins, il faut bien se rendre compte que dans ces systèmes d'aide à la décision, il y a encore énormément de progrès qui doivent être faits. Vous voyez les chiffres qui sont donnés ici sur 122 essais, incluant plus d'1 200 000 patients et quelques 11 000 prestataires. Je ne vais pas vous lire tous les chiffres, mais vous voyez une amélioration moyenne absolue d'un peu moins de 6%, donc en amélioration absolue, pas en amélioration relative. Et vous voyez par rapport au comportement des médecins, des systèmes de prescription divers qui ont été améliorés. Donc vous voyez entre 4 et 7%, le respect de la documentation étant le meilleur. Alors, quelles sont les difficultés dans ces succès ? L'inadéquation des logiciels aux questions qui importent à l'utilisateur, au flux de travail et la culture interne, l'absence de dossiers patients uniques et partagés, que ce soit au niveau national ou international, des actes de soins et des traitements réalisés en silo pour des patients qui souffrent de nombreuses pathologies. Et nous savons tous que le vieillissement de nos populations amène évidemment des patients souffrant de nombreuses pathologies chroniques, de plus en plus multiples. Cela doit être pris en charge. Un rôle insuffisamment reconnu aux médecins traitants, aux médecins généralistes, qui doit quelque part nettoyer les prescriptions, c'est-à-dire éviter les prescriptions incohérentes ou redondantes. Un manque de connaissances techniques des utilisateurs qui exploitent des systèmes d'aide à la décision et, faut-il le dire également, trop d'alarmes tuent l'alarme, donc une fatigue liée aux alarmes. Et donc le travail est en cours pour qu'à l'avenir, les systèmes corrige et ajuste chacun de ces points. Alors, bien entendu, et le docteur Tréluyer l'a expliqué brillamment, nous sommes dans un monde où nous avons accès à des données de manière massive, et ces données, nous devons pouvoir évidemment les exploiter en temps réel. Alors, à 24 heures, c'est déjà évidemment, c'est ce que nous faisons également au CHU, le système est le même et les données qui sont transmises à Scienzano au niveau fédéral est le même, mais je suis convaincu qu'on arrivera également, et c'est cela aussi les systèmes d'aide à la décision, c'est d'utiliser les données du patient en temps réel lorsqu'on est au chevet du malade et de pouvoir lier les données du patient, médecine personnalisée, avec des guidelines par exemple. Et donc, vous voyez que nous collectons évidemment tous une quantité extrêmement importante de données venant des pharmacies, des patients, du DPI, des registres de mortalité, des réseaux sociaux, des objets connectés. Il y en a massivement, mais qu'en fait-on? Et ces données doivent nourrir des questions pertinentes qui vont nous permettre
via une analyse de données, de fournir ce qu'on peut appeler maintenant des real-world evidence, c'est-à-dire de l'évidence. Il faut bien se souvenir que la plupart de nos traitements sont basés sur des études randomisées, des méta-analyses de ces études randomisées. L'étude randomisée en médecine est considérée comme le sommet de la pyramide de l'évidence. Et c'est vrai, dans les guidelines, vous allez lui donner un niveau maximal. Mais la plupart du temps, les études randomisées excluent la majorité des patients. On est souvent entre 5 et 10% des patients qui sont inclus, parce que les critères d'exclusion sont extrêmement importants. Et donc, on doit maintenant aller au-delà. Les registres nationaux et internationaux sont essentiels, mais également l'utilisation des données réelles, des données du patient sont essentielles. Alors, un autre point également dans l'évolution, c'est la télémédecine. L'objectif de la télémédecine, c'est de rapprocher les différentes populations, les patients, des soignants. Vous êtes nettement plus avancé en France qu'en Belgique. Ce n'est que la crise Covid qui a amené finalement des codes de remboursement pour pratiquer de la télémédecine, donc en avril 2020. Et un exemple du projet Téléspot que nous avons mis en place récemment au CHU de Liège, le médecin utilise un dermatoscope, donc qui est un dispositif non invasif qui se compose d'une lentille grossissante, de filtres polarisants évaluant la façon dont la mélanine s'organise dans la peau. Et les bénéfices, c'est que, évidemment, les images, vous l'aurez compris, sont envoyées au dermatologue, qui va les analyser et qui va fournir un résultat dans les quelques jours qui suivent, généralement en moins de 5 jours. Alors que le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous en dermatologie est souvent de plusieurs mois. Ceci va améliorer, évidemment, considérablement réduire le temps, éviter les faux diagnostics et concentrer les soins, la prise en charge sur le patient qui souffrirait éventuellement d'un mélanome, donc les cas suspects, les cas malins, les cas urgents. Alors, je suis convaincu également que nous allons sortir progressivement d'une informatisation qui est hospitalocentrique pour aller vers une informatisation qui est de plus en plus centrée sur le patient. Le patient, il a une histoire quand il vient à l'hôpital la plupart du temps. Il a des antécédents, il a des pathologies chroniques, sauf bien entendu, vous êtes jeune, vous avez une fracture ou une hernie inguinale ou une appendicite, que sais-je encore. Mais généralement, le patient, il a des antécédents et puis il aura un suivi ensuite. Tout cela, évidemment, doit faire partie d'un continuum. Et vous voyez la liste là-bas des différents défis qui sont liés au virage ambulatoire. Peut-être que vers 2030, nous allons aller vers un parcours de vie. C'est-à-dire que maintenant, nous travaillons plutôt dans un parcours de soins, avec des soins de premier recours, les urgences, l'hospitalisation à domicile, on pourra en parler très longuement, peut-être dans le débat. Évoluons vers un parcours de santé où on va beaucoup plus prendre en charge le dépistage, l'orientation et aussi le médico-social après la prise en charge au niveau hospitalier. Et puis, le parcours de vie, c'est tenir compte dès le plus jeune âge, quelque part, de l'éducation que l'on apporte à nos jeunes pour essayer d'orienter vers leur prise en charge sportive, alimentaire, éviter les assuétudes, etc., l'insertion professionnelle ultérieurement. Donc, parcours de soins, c'est déjà bien, parcours de santé et parcours de vie, je pense que ça doit être l'objectif vers 2030. Et donc, le patient ne s'adapte plus au système de santé, mais le système se réorganise progressivement, et c'est évidemment un défi, j'espère que ce n'est pas un vœu pieux, de se réorganiser pour répondre aux besoins des patients, au travers d'une intervention qui doit être coordonnée et concertée, qui doit impliquer des professionnels de la santé, sociaux, les établissements de santé, les EHPAD, les cabinets libéraux, les réseaux, etc., et avec évidemment toute une série de freins possibles. Comment allons-nous partager les données pour être efficaces et effectifs? Les soins doivent être multidisciplinaires, transmuraux, et donc l'interopérabilité est quelque chose d'essentiel. On voit bien que quand on veut informatiser un réseau de soins, on peut choisir le même DPI ou, à défaut, il est nécessaire que les différents DPI se parlent et qu'ils soient évidemment dotés d'une interopérabilité aussi objective que possible. Tout cela également, je reste encore deux diapositives, rassurez-vous, les considérations éthiques sont évidemment essentielles.
les patients nous font confiance et nous devons continuer à mériter cette confiance. On voit réellement la problématique parfois qui sort de données qui sont cryptées, ça c'est une chose, de données éventuellement pour lesquelles il y a des suspicions qu'elles sont vendues de manière frauduleuse. C'est évidemment tout à fait inacceptable. L'éthique doit et devra, de manière certaine, accompagner le big data. Je suis également convaincu de l'importance, en termes de financement, des liens étroits de partenariat entre le public et le privé. Nous ne pouvons avancer qu'à travers des partenariats étroits public-privé. Les coûts et les défis sont immenses et ce n'est que de cette manière-là que nous pourrons les vaincre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Cole. Je vous propose de poursuivre avec l'intervention d'un invité de marque qui nous fait l'honneur d'être parmi nous, donc monsieur Nicolas Best, DG du CHU de Nîmes, qui va nous parler. David. Oui, merci Déborah. Donc ce soir, monsieur Best va nous présenter la politique de recherche du CHU de Nîmes, qui a une grande renommée dans ce domaine, et nous évoquer la place de l'IA au sein de tous vos projets et vos réflexions du moment. Donc monsieur Best, on vous écoute. Alors, je voudrais, bonjour, d'abord préciser qu'effectivement, la réponse que je vais faire à votre proposition de questionnement va aller au-delà, et qu'évidemment, c'est le témoignage, comme vous l'avez compris, d'un chef d'établissement, d'un DG de CHU, donc qui est par définition sur une vision macro de toutes ces questions fondamentales sur le pilotage des établissements de santé. Donc, sur le CHU de Nîmes, qui est donc un des derniers GHT à être tombé dans l'escarcelle de Softway, si j'ose dire. Il n'y en a que deux. Guy Collet disait que c'est un mouvement de fond, mais on a deux GHT qui ont acquis cette solution récente. On a en fait la consolidation d'un historique de 10 ans, puisque l'informatisation massive des processus de soins, leur numérisation, avec comme objectif des staffs virtuels permanents, date de 2008, avec le premier DPI déployé à cette époque. Déjà, la volonté, pour faire écho à ce qui a été exposé précédemment, de mise en place de systèmes d'aide à la décision au travers de dispositifs qui permettent d'associer aux patients les standards et recommandations validés à la fois par des sociétés savantes au niveau national et repris par des comités d'experts internes et implémentés dans des référentiels et arbres décisionnels pour les stratégies de prise en charge et de prescription de médicaments, d'examen de biologie et d'imagerie. Alors ça, ce n'est pas de l'IA, mais c'est déjà des systèmes d'aide à la décision interne qui se sont encore traduits par la volonté d'intégrer les indicateurs qualité qui sont des marqueurs à la fois d'une politique qualité et de son financement au travers de l'IFAC, mais qui sont aussi des indicateurs qui doivent être produits en temps réel pour accompagner les professionnels de santé dans leur propre évaluation quotidienne en temps réel de leur action. Et donc cette volonté d'intégration des indicateurs qualité dans les prises en charge et dans les datas disponibles au fil de l'eau a été déployée à l'époque. Ensuite, et c'est sur quoi on a buté, pour passer de la décision à la vraie intelligence artificielle, ou en tout cas l'intelligence augmentée par des algorithmes, on est forcément sur des expériences qui sont fragmentaires et qui ne concernent pas toutes les activités de l'établissement. On a par exemple actuellement des premiers modules d'IA qui concernent les stratégies en matière d'imagerie, du diagnostic en imagerie, sur la détection de nodules pulmonaires, sur le diagnostic de fractures, ou sur des outils également d'interprétation de l'âme en atomopathologie, ce qui suppose une numérisation préalable des laboratoires d'anatomopathologie, et que ces aides à la décision augmentées pour aller jusqu'à l'IA s'appuient sur des activités de routine en termes d'interprétation, puisque c'est l'incrémentation des différentes interprétations qui améliore l'algorithme et qui le rend acceptable auprès des professionnels de santé. Ces sujets vont effectivement sur la recherche clinique jusqu'à la facilitation de l'inclusion des patients selon les critères d'inclusion et d'exclusion des études dont le CHU Nîmes est promoteur, puisque vous savez que le problème de la promotion institutionnelle, contrairement aux essais cliniques industriels, c'est qu'on a beaucoup de projets, mais on n'est jamais fiable en termes d'inclusion des patients dans les essais que l'on promeut.
C'est ce que d'ailleurs le LEM, l'entreprise du médicament, dénonce sur la recherche clinique en France comme une recherche clinique riche, mais peu fiable en termes d'inclusion, sachant que pour les essais médicamenteux, au moins jusqu'à la phase 3, le rythme d'inclusion et l'objectif initial en termes de volume d'inclusion est stratégique et même plus qu'indispensable pour l'atteinte des différentes phases d'enregistrement d'un nouveau produit de santé, d'un médicament en l'occurrence. Pour les essais institutionnels, on a le même problème. Il ne suffit pas d'obtenir des PHRC chaque année grâce au ministère de la Santé. Encore faut-il les mettre en œuvre. Et la première mise en œuvre en termes d'évaluation, c'est évidemment suivre et respecter le rythme d'inclusion. Ce qui suppose que les gisements d'inclusion par rapport à des critères d'inclusion et d'exclusion d'une étude donnée auprès du case mix des patients hospitalisés ou suivis en consultation chaque année dans un CHU de taille moyenne, ça représente tout de même 200 000 hospitalisations, 600 000 consultations chaque année, ne peut se faire que par des extractions pour essayer de matcher entre ces critères d'inclusion et les bases de données disponibles. Or, la principale base de données disponible sur ces sujets, c'est évidemment le dossier patient informatisé qui comporte tous les items et variables d'observation clinique et paraclinique, de suivi et de prise en charge de tous nos patients suivis en consultation ou en hospitalisation. Donc cette problématique du data mining, c'est-à-dire d'extraire de toutes les bases de données patients les critères d'inclusion pour vérifier si ça match et faciliter le travail des techniciennes d'études cliniques et des ARC pour faciliter encore une fois la fiabilité et le rythme d'inclusion des essais cliniques dont nous sommes promoteurs, est un vrai challenge. Et c'est pour ça que lorsque on acquiert des DPI transversaux qui numérisent l'ensemble du processus de prise en charge diagnostique, thérapeutique et qui doit couvrir tous les métiers du soin, évidemment, notre première demande à l'éditeur que vous êtes, c'est d'arriver à extraire de l'ensemble des datas par des systèmes de data mining qui sont les prémices de l'intelligence augmentée, ces possibilités de matchage avec les études cliniques en cours. Mais comme l'a conclu le docteur Tréluy à la fin de son intervention, l'enjeu aussi fondamental des CHU tourne autour de la valorisation. Ce n'est pas un gros mot. La valorisation, au sens étymologique, c'est donner de la valeur à une activité humaine, en l'occurrence l'activité des CHU. Et cette valorisation, elle passe d'abord par un traitement exhaustif de la donnée structurée pour faire de nos politiques de valorisation des activités et donc de la politique des recettes en T2A a fortiori quelque chose qui soit enfin exhaustif et enrichi de l'ensemble des comorbidités, des observations qui sont souvent perdues parce que peu tracées, peu facilement traçables et donc pas réintégrées dans l'ensemble de la chaîne qui va aller jusqu'à la valorisation du séjour. Et évidemment, tous les systèmes experts qui viennent avec des logiciels spécifiques retravailler la base PMSI pour obtenir ces optimisations de valorisation nécessitent, si on veut être pertinent, que les données soient facilement exportables, facilement isolables, extractables et que ces systèmes de données structurées aboutissent à une correcte valorisation de l'activité des CHU. Si on arrivait à résoudre ce problème, c'est des pourcentages majeurs de sous-recettes et de sous-valorisation et donc de déficit à l'arrivée par sous-valorisation des recettes sur des budgets de 500, 800 millions, 1 milliard que l'on constate par défaut de fiabilité de ces systèmes parce que peu assez intégrés. Enfin, je voudrais quand même dire que la place du système d'info dans le quotidien des soignants, c'est d'abord l'impact attendu sur la qualité des soins et leur prise en charge. Et ça suppose qu'effectivement les données soient au service de besoins de mobilité, donc des solutions très légères, à portée de main, des dispositifs qui soient connectés pour avoir accès à toutes les datas autour de la prise en charge d'un patient. Ça paraît simple ce que je dis, mais les DPI de première génération ne permettaient pas d'atteindre cet objectif de transversalité. Et l'intégration du traitement du langage naturel dans les processus qui permettent d'exploiter des données doivent également être accélérés. Donc on voit bien que les attentes sont fortes vis-à-vis des éditeurs de logiciels en termes de stabilité, de solutions de mobilité, de facilité et d'accessibilité de solutions légères en termes de renseignement et de capacité de monter des systèmes experts
à partir de ces bases de données massives qui concernent l'activité de nos CHU. C'est tout le challenge des pays de seconde génération et c'est la raison pour laquelle nous sommes lancés dans cette aventure depuis quelques semaines par la contraction d'un nouveau DPI avec votre société. J'étais un petit peu long, mais voilà. Merci de votre confiance. C'est à monsieur, mais c'est madame. Merci beaucoup, Monsieur Best. On va donner la parole à Charlie Brottier, donc directeur de la recherche et du développement chez Softway Medical. Voilà, Charlie, le temps que tu t'installes au pupitre. Je vais essayer de pas tout faire tomber, ouais. Tu veux te mettre là? Oui, je me mets debout, là, pourquoi pas, allons-y. Très bien, alors vas-y. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, peut-être pour rebondir ce qui vient d'être dit par le CHU de Nîmes d'une manière générale, peut-être pour aussi vulgariser un petit peu le monde de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a différents termes ont été utilisés, mais il y a deux grandes familles de solutions d'intelligence artificielle. D'un côté, tout ce qui est système expert, donc on va dire un peu comme dans le monde de la pâtisserie ou de la cuisine, une recette voilà, qu'on va exécuter, puis on va arriver au bout d'un moment à un résultat. On va pouvoir exécuter cette recette à l'infini et arriver à l'infini au même résultat. Avec de la puissance de calcul, on va pouvoir avoir un traitement limpide, efficace, performant. Donc ça, c'est globalement ce qu'on appelle les systèmes experts. Quand je suis face à ceci ou cela, j'exécute telle ou telle action. Et puis de l'autre côté, on commence à avoir le machine learning, donc en fait, tout ce qui va être apprentissage par expérience. Donc il y a un peu l'analogie avec ce qui se passe dans le monde scolaire ou à l'école quand on grandit, quand on est un enfant qu'on grandit. On a la théorie, on apprend un certain nombre de choses par cœur et puis on les répète, un petit peu comme les systèmes experts. Puis de l'autre côté, il y a l'expérience. Un peu comme quand on fait du vélo, on peut apprendre en théorie comment faire du vélo, mais tant qu'on n'aura pas essayé, on ne saura pas faire du vélo. Et c'est seulement au bout d'un certain nombre d'essais qu'on va réussir à monter sur un vélo, à faire du vélo. Le machine learning, c'est exactement ça à l'esprit. On entraîne une machine avec un jeu de données suffisamment important pour que lui-même il soit capable de prédire ou d'avoir une anticipation sur ce que pourrait être, parce qu'on est sur des prédictions, la suite logique des informations qu'on a retenues en amont. Donc l'intelligence artificielle, souvent on mélange, on va dire, deux aspects. L'aspect prédictif, déterministe, un système expert, on met un certain nombre de règles et puis on obtient tout le temps le même résultat. Puis de l'autre côté, un système qui marche par apprentissage, par expérience continue, progressif, etc. Et après, on peut rentrer dans un niveau de détail peut-être un petit peu plus profond qui est le deep learning, où en gros, on va être capable, à partir d'une masse de données très importante, d'arriver à des résultats encore plus performants. Donc l'image, pour faire peut-être la différence entre le machine learning et le deep learning, si on prend l'illustration de faire reconnaître un algorithme, on prend souvent ça comme exemple parce qu'il y a beaucoup de compétitions mathématiques qui ont lieu sur faire reconnaître à un ordinateur des images d'animaux et qu'il arrive à déterminer s'il s'agit d'un chat, d'un chien, d'un éléphant, je ne sais quoi. En fait, les deux systèmes vont pouvoir parfois être complémentaires. Dans le machine learning, globalement, il va y avoir une phase préparatoire, et ça fait écho à ce qui a été dit en préambule tout à l'heure, avec un certain nombre d'ingénieurs qui sont nécessaires pour préparer les données pour que le machine learning puisse l'interpréter. Donc, par exemple, on va dire, voilà, les points caractéristiques pour reconnaître un chat, c'est qu'il y a 2 yeux, un nez, une moustache, des oreilles pointues. On va commencer à décrire quelles sont les caractéristiques qui constituent un chat quand on est face à une image. Donc ça, c'est un être humain qui explique à la machine par quelques paramètres, le plus petit possible, parce qu'on va voir qu'en fait, en fonction de ces paramètres-là, on va pouvoir jouer sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qui caractérise un chat? Et ensuite, on met ces images-là avec la morphologie prédestinée du chat dans un système, et ça arrive à peu près à des résultats performants. De l'autre côté, on a le deep learning. Là, c'est la solution inverse. C'est plutôt que de passer par des humains intermédiaires pour dire qu'est-ce que c'est qu'un chat. En fait, on a appris à un système avec des masses et des masses de données qui sont de plus en plus publics, au système naturellement de reconnaître comment on reconnaît un chat, et lui-même va fabriquer ce modèle intermédiaire pour déterminer que l'image qui lui est présentée est un chat. Ce que je dis là dans le monde du chat, des chiens, etc., c'est exactement la même chose dans le monde de l'imagerie médicale. Il s'agit d'entraîner progressivement, soit par du deep learning, parce que le moteur a eu suffisamment d'entrées à la base, ou par de l'expérience médicale qui a par des résultats par des images avec des résultats associés, dit que voilà, il y a telle et telle pathologie dans tel cas, le système va être capable de prédire, dans le monde de l'imagerie médicale, d'autres cas particuliers. Donc Softway Medical est un acteur de l'e-santé, vous l'avez bien compris, ne travaille pas particulièrement dans le monde de l'IA, même s'il y a certaines personnes chez nous qui travaillent sur ces sujets-là. Mais en fait, quand on utilise le terme intelligence artificielle, il est systématiquement au singulier, alors qu'en fait, il devrait être au pluriel parce qu'il y a autant d'IA qu'il y a de fonctions
ou de problèmes à résoudre. Et en fait, il s'agit donc de faire travailler différents acteurs sur ces différents problèmes. Il n'existe pas une société ou un seul algorithme qui serait capable de résoudre tous les problèmes. DeepMind de Google, il sait jouer au Go, mais il ne sait pas reconnaître un chat. Vous lui mettez une image de chat, il va dire n'importe quoi. Alors qu'il bat le champion du monde de Go. Donc en fait, il va y avoir la nécessité de juxtaposer un certain nombre d'algorithmes les uns à côté des autres pour enrichir, augmenter, comme le terme a été utilisé précédemment, le DPI, l'aide à la décision. L'objectif à la fin est bien sûr de libérer du temps médecin, de permettre une meilleure santé pour les patients, peut-être d'aller dans une dimension de la médecine prédictive et préventive prochainement, un petit peu à l'instar de ce qui se passe dans les pays asiatiques, qui ont déjà pris un certain virage dans cette dimension-là. Donc côté software-médical, ce que l'on permet au travers de notre DPI, c'est de fabriquer une plateforme suffisamment ouverte, suffisamment évolutive, pour que des experts de l'intelligence artificielle, qu'ils viennent du deep learning, du machine learning, de moteurs experts ou tout simplement de systèmes d'automatisation, mais très performants parce qu'ils vont résoudre bien un problème, vont pouvoir s'intégrer très facilement, nativement dans la solution, sans même qu'on s'en rende compte. C'est un petit peu à l'instar de quand vous achetez un véhicule automobile. À l'intérieur, il y a tout un tas de composants très, très intelligents qui constituent cette voiture. Et donc, vous vous fichez un petit peu de savoir globalement d'où viennent les différents composants. Ce que vous voulez, c'est une voiture complète qui vous apporte la sécurité, le confort d'utilisation, la performance si vous êtes sportif, etc. Voilà, on peut faire un petit peu l'analogie de positionnement du groupe Software Médical. C'est vraiment de permettre et de faciliter l'intégration de solutions partenaires dans un DPI au travers de solutions plutôt très performantes. Il va y avoir juste après un témoignage dans le monde de la pharmacie, du traitement de la donnée qui va mettre tout ça un petit peu en perspective. Mais voilà, notre mission, c'est de trouver les bons partenaires pour leur permettre de s'intégrer facilement et rapidement dans Hospital Manager. Merci. Merci beaucoup, Shirley. Shirley Brottier, qui a ce talent avéré de démocratiser des sujets qui sont pourtant si complexes et tu les rends toujours d'une accessibilité incroyable. Merci beaucoup. Oui, ça fonctionne et c'est à vous. Alexandre Templier, donc président de la société Quinten. On parlera d'ailleurs d'une actualité qu'on partage avec vous demain midi sur notre stand du salon Santexpo. On vous remercie parce que vous êtes nombreux à avoir poursuivi votre journée qui était déjà très dense sur le salon en nous ayant rejoints. Demain, nous serons encore au rendez-vous sur le salon, on vous accueillera. Et puis, il y aura à midi donc une actualité dont on reparlera avec votre société. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Beaucoup de choses ont été dites depuis tout à l'heure et donc je vais tâcher d'être concis et en particulier suite à l'exposé de Shirley qui vient de vous faire un exposé brillant des différentes technologies finalement qui existent dans l'intelligence artificielle. Quelques messages. Un premier message, si j'avais un objectif ce soir, c'est peut-être pour ceux qui ont encore une idée peu précise de l'intelligence artificielle, parce qu'il faut dire que tout ce qu'on entend sur le sujet n'aide pas à avoir une idée précise. Je tiens à insister sur l'importance de démystifier cette thématique. Il y a toute une histoire, si on prend les dates clés, dans les années 2000, on parlait des NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et la Communication. En 2010, Big Data, toutes les grandes entreprises s'équipent d'infrastructures pour gérer des données massives, les mégadonnées, comme on dit en français. 2012, 2 ans après, la data science comme une sorte de synthèse de toutes les techniques d'analyse de données. Et puis, effectivement, en 2015, l'arrivée du deep learning, qui, avec des applications toutes plus spectaculaires les unes que les autres, font finalement fantasmer l'inconscient collectif sur éventuellement une intelligence artificielle forte, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui potentiellement pourrait dépasser l'intelligence humaine. Donc, il y en a encore qui croient à cette intelligence artificielle. J'ai beau être un spécialiste du domaine, pour ma part, ça n'arrivera pas, pour plein de raisons, des raisons qu'on pourrait aborder, ne serait-ce que l'efficience de ces technologies aujourd'hui qui s'appuient sur de l'informatique. Pour une intelligence et un nombre d'opérations par seconde réalisées par l'esprit humain, le rapport de consommation d'énergie est de 1 à 1 million. C'est-à-dire que là où le cerveau humain consomme 20 watts, une capacité de calcul équivalente avec nos technologies, on ne parle pas d'ordinateurs quantiques, mais technologies qu'on connaît dans le cloud, a besoin de 20 mégawatts. Donc pour vous donner juste une idée, on est très très loin d'une intelligence artificielle qui pourrait se comparer à l'intelligence humaine. Il s'agit de juxtaposition d'intelligence verticale, d'algorithmes qui sont développés pour réaliser des tâches spécifiques. Alors ces tâches
Pour simplifier, elles sont de 2 ordres. Vous avez l'automatisation de tâches à faible valeur ajoutée, tâches cognitives. Et puis, vous avez la réduction de l'incertitude, c'est-à-dire là, on va être dans l'augmentation des décisions humaines. Et c'est sur ce versant-là que notre entreprise Quinten travaille le plus depuis maintenant 13 ans. On a réalisé à peu près 500 projets pour une centaine d'organisations, dont plus de 85% dans la santé, avec évidemment beaucoup les laboratoires pharmaceutiques, je vais y revenir dans un instant, et aussi de plus en plus les hôpitaux, puisque nous avons eu le bonheur de co-développer une solution qui s'appelle Pharmia et qui, justement, a pour objectif de réduire la suralerte pour les pharmaciens d'hôpitaux lorsqu'il s'agit de revoir et de valider les prescriptions qui émanent des différents services de spécialité. Donc, c'est une première application que nous avons lancée dans le monde de la santé et des hôpitaux pour les professionnels de santé. Mais comme je l'ai commencé à le suggérer il y a un instant, l'essentiel de notre activité jusqu'à présent a été dédié à l'accompagnement des industriels de la santé, les laboratoires pharmaceutiques, les sociétés de biotechnologie, les sociétés qui développent des dispositifs médicaux. Et je vais y revenir dans un instant parce que c'est un pan de la valorisation des données de vie réelle aujourd'hui qu'on a peu abordé. Donc je vais tâcher d'approfondir en quelques mots. Mais avant cela, peut-être donner 2 autres exemples que l'exemple Pharmia que je viens d'évoquer. Un premier exemple pour l'accompagnement du soin, c'est l'aide à la détection précoce des maladies rares. Je ne sais pas si autour de vous, vous avez des adolescents qui ont la maladie de Crohn, par exemple. Il y a beaucoup de maladies comme ça, malheureusement, qui sont diagnostiquées très tardivement, pour une raison simple, c'est qu'elles ont des retentissements multi-organes. Donc vous avez des problèmes gastro-intestinaux, des problèmes articulaires, des problèmes de sécheresse des muqueuses, qui souvent se traduisent par des problèmes ophtalmiques, l'œil sec par exemple. Et quand vous allez consulter les différents spécialistes, ils n'ont pas forcément connaissance d'abord de ces retentissements multi-organes, parce que vous n'en parlez pas nécessairement, puis d'autre part, ces maladies rares, par définition, elles sont peu connues. Or, la visite chez ces différents spécialistes sont des traces qui sont laissées par la prise en charge des patients. Elles sont présentes dans les systèmes d'information, donc hospitalisation, consultation, remboursement. Et ce qui est intéressant, ce sont des informations qui sont disponibles partout. Et donc l'interopérabilité est moins un problème que lorsqu'on parle de données plus spécifiques. Donc c'est ça qui est intéressant dans cet apprentissage automatique. Et Charlet l'a très bien expliqué. Quand vous prenez un organisme vivant, un être humain par exemple, mais c'est propre pas seulement du règne animal d'ailleurs, l'apprentissage, eh bien, il y a le retour finalement, le blob, qui est l'organisme unicellulaire. On prend cet exemple souvent pour expliquer que ce n'est pas uniquement le propre de l'animal, va dans une direction, s'il rencontre du sucre, il continue, s'il rencontre du sel, il est repoussé, etc. Donc il y a un retour sur l'expérience. Il faut savoir que tous les acteurs autour du patient, alors bien sûr il y a les professionnels de santé, mais il y a aussi les industriels, on vient d'en parler, mais il y a aussi les agences réglementaires et les payeurs, qui sont des composantes fondamentalement importantes du système. Eh bien, tous ces acteurs qui cherchent à aider le patient à avoir une meilleure santé, hein, même les agences réglementaires, elles sont là pour vérifier la sécurité des produits de santé, les payeurs sont là pour faire en sorte qu'il y ait une viabilité économique de ces systèmes et un remboursement. Il y a tous ces acteurs, et y compris les professionnels de santé, et c'est là le paradoxe, parce qu'ils produisent ces données de vie réelle, eh bien, n'ont pas cette boucle de rétrofeedback, pardon de l'anglicisme, mais ils ne peuvent pas apprendre, puisque leur action au quotidien ne permet pas un retour. Alors, je pose comme exception le dialogue singulier dont il a été question entre le patient et le médecin, mais on voit bien que dans certains hôpitaux, la personne qui fait le suivi n'est pas forcément celle qui a fait la prescription. Donc on voit bien que cet apprentissage, il a du mal à se faire. Alors imaginez maintenant que, à l'échelle de votre vie, ce que vous faites et les conséquences de ce que vous faites, qui vous permettent d'apprendre, soient complétées par ce que font tous vos voisins et tous vos collègues, etc. La richesse de l'apprentissage que vous auriez. Ajoutez à cela que l'apprentissage humain est essentiellement inconscient. C'est-à-dire que n'arrive au stade de la conscience et de la connaissance que le haut de la partie visible émergée de l'iceberg. La puissance de ces outils d'apprentissage, c'est qu'on va apprendre de multiples entités, multiples individus, multiples organisations, et que l'essentiel va potentiellement être conscient. Parce que ce que je pourrais ajouter à l'exposé de Shirley il y a un instant, c'est que vous avez différents types effectivement d'apprentissage. Il y en a à qui on doit donner de l'information pour lui apprendre à savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, etc. D'autres qui sont dites non supervisées, qui vont chercher des structures dans les données. Vous en avez qui fonctionnent très bien sur l'image, d'autres sur des données d'autres natures. Vous en avez qui sont explicables, interprétables, et d'autres qui sont des boîtes noires, comme le deep learning, etc. Et tout est dans le choix du bon outil par rapport aux besoins. Donc ce que je voulais dire quand je fais cette petite parenthèse, c'est qu'il y a des outils qui permettent de faire progresser les connaissances.
et de générer de nouvelles hypothèses et de les valider, de faire progresser le corpus de connaissances. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je refais une parenthèse dans la parenthèse, pardon, mais c'est extrêmement intéressant pour nous, la France et l'Europe. Parce que là où vous avez une Chine qui est totalement, structurellement dans les problèmes de productivité, il y a une médecine ancestrale, mais qui est préventive essentiellement, et qui est totalement démunie face à l'explosion des maladies modernes. Et des États-Unis qui, eux, sont obsédés par l'efficience, non pas notre médecine séculaire et la connaissance à protéger, celle qu'on a aujourd'hui. L'Europe peut être le berceau d'une économie de la connaissance en médical, et je suis personnellement convaincu que ces technologies d'intelligence artificielle vont contribuer à faire advenir cette économie de la connaissance. Et donc je vais revenir très vite sur le pharmaceutique. Il a été très bien expliqué que les critères d'inclusion, d'exclusion des laboratoires pharmaceutiques dans leurs études rend compliqué de temps en temps le recrutement des patients. Bon. Et donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui, grâce au branchement avec les hôpitaux, sont capables de dire, en fonction de vos critères d'inclusion et d'exclusion, il y a tant de patients dans tel centre, tant de patients, tant de patients. Mais dire cela, c'est vrai, mais c'est obérer toute une partie qui finalement correspond à la grosse valeur. C'est comment, à l'aide de ces données de vie réelle, et c'est intéressant du point de vue sémantique, parce que le professeur Coll parlait des données de vie réelle en parlant des objets connectés, de ce qui se passait chez le patient une fois qu'il retourne chez lui. Les laboratoires pharmaceutiques parlent de données de vie réelle différemment. Eux, ils se disent, les données d'essais cliniques sont représentatives de très peu, finalement 5, 10, 15, 20% au maximum de la population à qui on veut s'adresser avec nos nouveaux produits. Et donc, ce n'est pas de la vie réelle, ça, c'est une expérimentation. Un essai clinique, il est limité dans le temps, il est fait sur un nombre réduit de patients. Et donc, la donnée de vie réelle, ça va être celle qui est générée pendant le soin, mais aussi celle qui est générée par le patient à la maison, qui a des objets connectés, etc. Et là où elle est fondamentalement importante, cette donnée de vie réelle, c'est qu'elle permet précisément d'éclairer le design de ces essais cliniques. C'est-à-dire comment relaxer ces critères d'inclusion, d'exclusion, tout en maintenant, voire en augmentant les probabilités de succès de leur étude clinique. Comment faire le lien entre le critère d'évaluation à court terme, qui va être tantôt un indicateur cardiaque, tantôt une glycémie, tantôt par rapport aux bénéfices à long terme qu'on veut générer, qui sont différents, sur la base desquels finalement le produit, à un moment donné, produit de la valeur et donc est remboursé. Ce bridge, ce pont entre l'efficacité à court terme et les bénéfices à long terme de ces produits, ce sont les données de vie réelle qui permettent de les combler. Et donc, il y a une valeur énorme. Pourquoi ? Je donnerai qu'un chiffre. Aujourd'hui, on évalue à 2 milliards de dollars, d'euros, peu importe, mais la mise sur le marché d'une nouvelle molécule, pas parce qu'un programme coûte 2 milliards de dollars, mais parce qu'avant d'arriver sur le marché, il y a eu un taux d'échec sur la vaste majorité de tous les programmes de développement qui font que quand on arrive à en mettre un sur le marché, eh bien quand on consolide les coûts, ça fait 2 milliards. Mais les données de vie réelle permettent d'éclairer le développement de ces molécules et donc d'arriver à des coûts bien inférieurs. Vous voyez les enjeux dont on parle. Et donc, je terminerai, pardon d'avoir été un petit peu long, par dire que le développement d'usage pour les professionnels de santé, à partir de ces données de vie réelle, c'est clairement l'objectif. D'abord, c'est l'objectif de notre entreprise aussi, on est convaincu de ça. Il y a un certain nombre d'obstacles, hein, ils sont nombreux. Il y a bien sûr la validation, il y a l'homologation, il y a l'adoption, on pourrait revenir peut-être tout à l'heure sur les freins à l'adoption, etc. Bon, c'est long. Vous avez des besoins immédiats de cette industrie, immédiats et considérables. Et vous pouvez tout à fait les adresser. Il y a des spécialistes dont on fait partie. Ces spécialistes peuvent vendre non seulement des prestations, mais développer des modèles, on parlait tout à l'heure d'économie de la connaissance. Cela génère des revenus et il est tout à fait normal que les établissements qui détiennent ces données perçoivent une partie de ces revenus. Voilà. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et je forme le vœu que la France et l'Europe soient, comme je le disais tout à l'heure, le berceau des modèles de référence par pathologie, parce que c'est ça, aujourd'hui, qui, au niveau international, va régir non seulement le développement des médicaments, des dispositifs, des molécules, mais aussi le déploiement des outils d'aide à la décision, parce qu'eux aussi s'appuieront sur des modèles de référence par pathologie. Merci beaucoup Alexandre Templier.
Cette évolution est possible grâce à des sociétés comme la vôtre. Et donc, si ça vous a donné envie de découvrir une des solutions de votre société, qui s'appelle donc la solution Pharmia, il y aura une démonstration qui sera opérée demain par le pharmacien de l'hôpital de Valenciennes. Et nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir le directeur général également du CH de Valenciennes, Monsieur Rodolphe Bourret, sur notre stand. Donc, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Ce sera entre midi et 2h sur le stand de Santexpo. Voilà, alors nous sommes arrivés à l'issue de ces interventions de nos experts pour cette table ronde. Vous allez pouvoir peut-être leur poser des questions dans un instant, peut-être préalablement juste vous laisser réagir entre vous sur les interventions des uns et des autres. David, je te propose de lancer cette première échange entre ces personnes. Oui, merci Déborah. Écoute, merci, c'était très riche, très varié. On voit que les attentes sont fortes, des interrogations, des envies, des challenges, on a bien vu. Donc on est ravis, en tout cas, d'y contribuer et de participer ce soir à faire avancer modestement, hein, parce que c'est vrai qu'on échange dans les préparatifs, on avait dit qu'on était quand même dans une démarche préparatoire, de réflexion, même si on a vu qu'il y a déjà de belles initiatives. Donc je proposais, pour commencer un petit peu nos échanges entre les intervenants, de proposer au docteur Tréluyer de pouvoir rebondir un peu sur la vision 2030 de votre homologue au CHU de Liège, notamment autour de l'enjeu du financement, de l'éthique et de la valorisation des data, sur un horizon d'une dizaine d'années. Je vous laisse vous prononcer, même si vous avez encore des questions, j'imagine, qui ne sont pas encore tout à fait répondues. Alors, toujours compliqué dans la technologie à se dire ce qu'on fera dans 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez... si en 2011 on serait là. Bon. Je ne suis pas sûr. Covid, le truc. Donc, on aura peut-être une autre chose que le Covid en 2030. Ou pas. Sur les enjeux éthiques, on est d'accord, j'en avais parlé, c'est un élément essentiel de la confiance. Donc il est nécessaire qu'on travaille sur ces questions-là. On l'a vu à travers différents débats qu'on a eus sur où sont les données, qui les utilise, qui y accède, et une grosse crainte des patients sur l'utilisation par les pharmas. Hein, donc ça fait partie des choses qu'on doit gérer, de cette inquiétude qu'on peut avoir autour de cette utilisation des données. L'autre élément, c'est la confiance dans l'IA. C'est-à-dire que quand vous allez voir un médecin, vous avez un médecin, une personne devant vous. Vous n'avez pas un ordinateur, maintenant il y a un écran devant, mais il y a toujours un humain. Si on explique maintenant que votre radio est interprétée par un algorithme d'IA, que votre lame d'anapathe a été interprétée par une IA, que le diagnostic, le traitement a été proposé par un algorithme d'IA, ça va être quoi la réflexion et la confiance que vont garder nos patients? Donc la réponse, il y a plusieurs réponses, mais probablement pour nous, c'est de mieux travailler sur... la validation de ces algorithmes qu'on va utiliser. Donc, si on veut garder cette confiance, il a besoin de garder cette validation. Ça fait partie des éléments qu'on est en train de travailler avec une équipe un peu spécifique. On est en train de monter là sur le site de l'Hôtel-Dieu, mais pour travailler autour de ça, sur cette partie, vraiment valorisation et confiance et validation de l'ensemble de ces algorithmes. Sur la partie financière et sur cette partie, donc on en a parlé, oui, il faut partager les revenus, on ne sait pas le faire. On a beaucoup travaillé avec le SDT Hub, ça fait 2 ans qu'on y travaille, on n'y est pas arrivé. Je pense qu'on a dû passer des heures et des heures actuellement. On n'y arrive pas. Alors on le fait maintenant, on a eu 4 accords signés récemment sur la partie maladies rares, puisque la PHP gère pour le compte du ministère de la Santé la Banque nationale des données maladies rares. Donc dans ce cadre-là, sur une banque spécifique, qui est très riche à travers un set minimal, on a pu signer un certain nombre de choses, sous couvert du ministère de la Santé. Hein, c'est de l'argent qui permet d'alimenter la BNDMR et d'activer ça, mais on est dans un modèle spécifique. Il faudra probablement qu'on reproduise ce modèle avec des intermédiaires comme Quintiles ou d'autres, mais en tout cas, ça fait partie des sujets sur lesquels on sait peu se positionner actuellement. Et simplement, la seule chose qu'on a dit, nous, au ministère de la Santé, si vous ne créez pas un modèle économique, le modèle va s'arrêter. Il y a un moment, les investissements que nous, on mène, on met sur la table plusieurs millions d'euros.
dans un contexte économique difficile. Donc, ça marche parce que le directeur général a cette volonté-là. À un moment, il va... voilà, moi j'ai eu 28 postes récemment, dans un contexte où on est plutôt en train de freiner le nombre de postes, dans un secteur public, c'est pas simple. Donc, sur ce sujet-là. Donc, vraiment, il faut qu'on alimente, et on n'arrive pas à trouver ce modèle-là. Je sais qu'il y a eu des discussions dans le PLFSS 2022. Ça s'est arrêté. La proposition, l'article n'est pas arrivé jusqu'au bout parce qu'il y a eu des débats un peu surprenants. Je pense qu'il est important que les hôpitaux obtiennent un mode de financement, et je ne sais pas quel modèle de financement il faut, hein, ce n'est pas moi qui ferai ces propositions-là, mais il faut qu'on arrive à ce modèle-là d'alimentation si on veut avoir des données et on veut garder l'excellence. Vous avez parlé d'excellence, on est tous convaincus qu'il faut le faire. Moi j'ai un sujet pour terminer là, vous avez parlé de la NAPAT, la numérisation. Si on n'a pas de fonds, on n'a pas d'aide pour numériser les lames d'Anapat, on n'aura pas de lame virtuelle et on ne fera pas de recherche sur la lame virtuelle. Donc il y a un moment, comment on lance un plan, comme on l'avait lancé sur les PACS en 2007-2008, comment on travaille là-dessus, comment on travaille sur cette numérisation. Et là, j'ai un renvoi de balle assez intéressant entre l'industrie, la santé, qui fait quoi, etc. Tant qu'on n'arrive pas à ces éléments-là et qu'on n'a pas cette volonté-là, cette vision-là, et on devrait avoir la chance d'être dans le cadre de France Relance ou d'autres, on bloquera sur nos sujets. Et ça fait partie des éléments, en tout cas, qu'on pousse actuellement, que mon directeur général pousse. Je sais que la conférence des DG dessus, parce qu'on a préparé un certain nombre de propositions, et je sais que ça pousse aussi à ce niveau-là, pour qu'on avance sur ce sujet-là. Merci. Je crois qu'il y a plusieurs réactions parmi M. Bess. Le Data Hub, la conférence des DG, justement, a été très prudente. Alors, les grandes institutions comme la PHP, à la demande du ministère de la Santé, ont participé à ce montage, mais cette espèce de grand machin où on est censé pousser toutes les données de santé sans savoir comment elles seront exploitées, avec quelles modalités et éthiques et de suivi de l'exploitation de ces données, de leur interprétation et de la compensation des producteurs de ces données, c'est-à-dire essentiellement les hôpitaux, le tout piloté par l'INSERM avec une vision très unilatérale de cet institut, c'est quand même un problème. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme si on disait qu'on avait voulu en plein Covid généraliser la télémédecine, mais sans arriver enfin à un modèle économique de financement de la consultation de télémédecine. Or, pourquoi on a pu généraliser la télémédecine? Enfin, c'est parce que enfin, la téléimagerie et la téléconsultation ont été admises au remboursement, comme une consultation externe classique. Donc, tant que ce Health Data Hub sera perçu comme un système de rapt de la donnée pour en faire une exploitation qui n'est pas ensuite retournée vers ses producteurs, je pense qu'il y aura des réticences et des questionnements, en tout cas, faute d'un modèle économique stabilisé, qui devrait l'être par le ministère de la Santé lui-même, puisque c'est encore lui qui a demandé et encouragé certains CHU, les plus importants d'entre eux, à rentrer dans ce système du Health Data Hub. En tout cas, la conférence des DG est très prudente sur ce sujet, parce qu'encore une fois, pour donner de la valeur à une donnée, il faut savoir, 1, l'interpréter, 2, l'exploiter, et 2, en faire un retour vers ceux qui l'ont produite pour l'accompagner dans la durée. Oui, je vois que le sujet est sensible et encore à travailler. Peut-être Charlet, une réaction? Oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut absolument trouver un modèle pour valoriser la donnée, mais je voulais revenir sur ce qui a été dit précédemment sur le fait de remplacer les professionnels de santé par des algorithmes d'IA et le danger qu'il y a derrière ça. Donc effectivement, c'est un énorme danger. Le but n'est pas du tout, en tout cas dans l'esprit de ce qui nous anime au quotidien chez Software Médical, de remplacer le professionnel de santé par une intelligence artificielle, mais bien au contraire, de lui mettre à disposition des solutions, des outils, des facilités qui vont lui permettre de libérer du temps médecin et de prendre des décisions de la meilleure qualité possible et de fluidifier son travail au quotidien. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé pour Facebook pendant les élections américaines, on a vu que tout modèle d'IA, aussi performant soit-il, peut se faire un petit peu pervertir et on peut en perdre le contrôle sans même comprendre comment l'algorithme s'est auto-adapté, comment lui-même il a évolué. Et c'est un des risques du deep learning ou du machine learning. Il y a tellement de paramètres à jouer qu'au bout d'un moment, même les concepteurs de l'arbre de décision ou du modèle mathématique qu'il y a derrière ne savent plus exactement comment il marche et pourquoi telle ou telle décision est prise. Et sur le mur Facebook, pourquoi telle news arrive avant telle autre.
Oui, peut-être ajouter une remarque. Peut-être ajouter une remarque parce que, en fait, la difficulté dans la valorisation des données, c'est que la donnée n'a pas de valeur intrinsèque. La donnée n'a une valeur que par rapport à son usage, exactement. Et c'est la raison pour laquelle la donnée ne peut pas avoir un prix. En revanche, si, au lieu de vouloir fixer un prix, et je pense que c'est ça le souci au niveau du HDH et au niveau des discussions qui se produisent avec les centres hospitaliers, je pense que ça va finir par se dénouer. Parce que, à partir du moment où on va comprendre qu'il ne faut pas fixer un prix d'emblée, c'est possible, hein, il y en a qui le font, ça marche. Mais si on veut vraiment déverrouiller et libérer les énergies, il ne faut pas fixer un prix d'emblée. Il faut, par contre, exiger un retour qui pourrait être une proportion du chiffre d'affaires généré soit par des analyses vendues, soit par des licences d'algorithmes développées à partir des données. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait, ça marche très très bien et ça passera à l'échelle, j'en suis sûr. Il n'y a pas d'autre moyen de débloquer les choses. Merci beaucoup pour ces échanges et ces remarques que vous avez faites. Alors, je crois savoir que nous avons parmi nous dans la salle le docteur René Mess, qui est également DG des hôpitaux du Luxembourg. Est-ce que vous pouvez vous manifester que l'on vous voit ? Extraordinaire, merci. Je savais que vous étiez parmi nous et peut-être vous avez une réaction et une opinion à émettre suite à tous ces exposés qui ont été faits. Donc d'abord, je suis très content d'être parmi vous. Je pense que c'est une expérience pour moi qui suis directeur général depuis peu, qui m'apprend beaucoup d'éléments intéressants. Au Luxembourg, on a souvent l'habitude de regarder ce que font nos voisins, les grands voisins des différents côtés, et les voisins un peu moins grands du côté belge, mais qu'on apprécie beaucoup. Et donc, clinicien pendant une vingtaine d'années, neurologue, donc on se pose beaucoup de questions par rapport à la relation par rapport aux patients. Et donc, il y a une question, et le mot n'est pas encore tombé, mais un mot qui est essentiel, c'est la responsabilité. Si on parle de confiance, je pense que qui est responsable ? Qui est responsable s'il y a des algorithmes ? Qui est responsable quand il y a un deep learning qui prend une certaine décision ? Je pense que ça, c'est un des éléments qui valent la peine d'être discuté entre nous. L'autre élément qui, pour moi, est aussi important, c'est finalement aussi par rapport... Qu'est-ce que j'allais dire ? D'abord, on va répondre à cette question-là par rapport à la responsabilité qui, pour moi, est un élément essentiel qu'il faut absolument tomber d'accord comment on règle ce problème-là. Je pense que le responsable, ça doit être évidemment le médecin. In fine, ça devra toujours être le médecin. Dans l'état actuel des choses, je pense qu'au niveau juridique, c'est relativement clair. Et je crois que ça doit le rester, bien entendu. Alors, il faut un peu contextualiser les choses. Donc, quand un médecin est face à un patient qui a un dossier médical très lourd, parce qu'il a des antécédents importants, qui a une multitude de données à regarder, ce n'est pas toujours optimal, pour le dire de manière gentille. Donc, soit c'est un médecin qui connaît parfaitement le patient et qui connaît tous ses antécédents, ou bien quand c'est une nouvelle pathologie ou un second avis, etc., ça peut prendre énormément de temps d'aller voir dans l'ensemble de ces données. Et donc, là où l'intelligence artificielle peut nous aider et devra nous aider, c'est de lier, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les données qui sont probablement excessivement nombreuses de ce patient, qui a des données de biologie clinique, de cytologie, d'anapath, et puis progressivement de biologie moléculaire, de protéomique, de génomique, de métabolomique, etc., des données manuscrites, et de faire le lien entre toutes ces données personnelles du patient et ce qui est, donc ça qui est en principe dans son DPI, mais auquel il faut prendre le temps d'y avoir accès en tant qu'humain, et d'autre part les recommandations qui sont formulées par les guidelines, qui sont disponibles évidemment soit sur les serveurs de l'université et de l'hôpital, ou de toute manière accessibles en général librement, extérieurement, sur Internet. Et si vous voulez, à titre individuel, faire un travail comme ça, eh bien, ça peut prendre longtemps, et longtemps étant probablement plus qu'une heure.
Alors, l'intelligence artificielle peut nous aider à aller beaucoup plus vite et en l'espace de quelques minutes, voire une minute ou deux, fournir des éléments. Alors, bien entendu, derrière ça, le médecin doit être capable de trier et de donner et de prendre un diagnostic. Okay, et ça, c'est le message qu'il faut faire passer aux patients. Ce n'est pas la voiture qui se balade toute seule dans les rues de San Francisco en attendant de savoir combien il y a de morts. Merci. Oui. Je peux peut-être compléter. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Si on doit prendre l'exemple de la voiture de San Francisco, enfin, qui se balade, etc. Un des problèmes qu'il faut résoudre dans la voiture autonome, c'est si jamais il y a un papier qui vole sur la route, savoir que c'est un papier volant, la voiture peut rouler dessus, ou est-ce que c'est un pavé et la voiture va s'éclater dessus. Donc il y a des choses où il faut interpréter en fonction du contexte. Pour revenir sur la question de qui est responsable, effectivement, la responsabilité appartiendra toujours au médecin. Il est là pour ça. C'est pour ça qu'il a fait tant d'études et qu'il a cette capacité à diagnostiquer et à prendre des décisions. Les outils d'aide à la décision, les outils d'intelligence artificielle sont là pour lui, comme ça vient d'être dit, faciliter le travail. Des solutions de NLP, donc on va dire de traitement ou d'analyse de texte en langage naturel dans tout un tas de documents sont maintenant assez abouties et permettent effectivement d'aider un médecin, s'il doit faire une anamnèse ou quelque chose comme ça, à avoir assez rapidement une synthèse de l'historique du patient qui mettrait effectivement certainement même plus qu'une heure à faire s'il devait regarder un dossier complet. Là, c'est tout autre chose. C'est le médecin qui va engager ses responsabilités. On pourrait même forcer le trait en disant que peut-être un jour, peut-être dans 5 ans, 10 ans, je ne sais rien, la responsabilité sera engagée du médecin parce qu'il n'a pas utilisé ce genre de système. On pourrait même aller jusque-là. Mais voilà, c'est tout. Alors, c'est tout pour l'instant, mais je voudrais... Oui. Hospitalier, voilà. Excusez-moi. Ces sujets d'accompagnement de la communauté médicale sur le déploiement des outils d'aide à la décision, voire d'intelligence augmentée, soient clairement implémentés dans nos outils d'accompagnement de ces tâches répétitives de manière consciente, éclairée et pertinente. Donc nous, on a mis en place très récemment à Nîmes une délégation, c'est-à-dire une structure comme celle que j'avais dirigée avec Joël Ménard à Paris pour la recherche clinique, mixte dans son objet, c'est-à-dire médecin et directeur des systèmes d'info, avec tout un tas de médecins essentiellement radiologues, mais aussi biologistes, sur l'acceptation institutionnelle de l'implémentation dans l'aide aux interprétations de différentes pathologies et de techniques déployées par des logiciels ou par des systèmes experts dédiés. Et donc le fait qu'il y ait un outil de gouvernance nouvellement créé qui portera des décisions éclairées sur l'acquisition et l'implémentation de tel ou tel outil à la décision et à l'interprétation en rend les cliniciens pleinement responsables, puisque c'est eux qui en instruisent et l'opportunité et la décision finale de déploiement. Donc c'est très important. Ces débats existent aussi dans les sociétés françaises, comme la Société française de radiologie, l'IA comme complément pour radiologue et non pas comme substitution aux radiologues. Et les débats de la Société française de radiologie font écho au fait qu'encore une fois, ces outils doivent être déployés en pleine conscience, y compris de la part de la communauté médicale qui les utilisera. Merci beaucoup. Écoute, Déborah, je voulais profiter ce soir de la présence de différentes personnalités dans notre salle pour évoquer un sujet que nous avons abordé tout à l'heure autour de la souveraineté, à la fois des data, des logiciels, de nos entreprises. Nous avons la chance aussi d'avoir M. Robert Picard, si peut-être on peut lui passer un micro, qui est digne représentant du ministère de l'économie et qui, avec différentes personnalités, a lancé une mission sur les sujets de filière de e-santé française. Donc c'était l'opportunité de pouvoir lui donner la parole pour nous présenter l'objet de sa mission, où il en est. Alors, je vous remercie beaucoup. Je précise tout de suite que, bien qu'appartenant au Conseil général de l'économie, la mission que j'ai conduite procède d'une action lancée par la DNS, donc par le ministère de la Santé. Comme quoi, les ministères, parfois, arrivent à travailler ensemble. Nous avons, avec Nicole Hill, présente à côté de moi, animé en effet un groupe de travail pendant 1 an et demi, dans lequel un constat a été fait sur les difficultés du développement du numérique en santé. Et je crois que dans les nombreux témoignages qui ont eu lieu ici, on retrouve tout à fait le bilan qui a été fait et qui résulte de 2 enquêtes nationales. Ça tient en quelques mots. 1, une circulation maîtrisée des données. Tous les mots sont importants. Circulation, maîtrise
et données. Et là-dedans, bien sûr, il y a l'intelligence artificielle, mais comme on l'a entendu, les données elles-mêmes et leur qualité sont un élément essentiel. Deuxième point, la question de la participation. Le numérique ne se décrète pas, il se fait avec et pour les gens. Donc il n'y a pas des technologues dans un coin qui vont faire des applications tout seuls. D'ailleurs, les vrais, ceux qui réussissent, savent bien qu'on ne peut réussir la numérisation qu'avec les gens qui s'en servent. Et la troisième dimension, c'est celle du financement. Et bien sûr, c'est très bien d'avoir de l'argent public, mais si les entreprises ne sont pas capables, avec cet argent, d'installer des produits qui fonctionnent, qui trouvent leur marché, eh bien, on n'a pas gagné. Et la question, le défi du modèle économique des acteurs du numérique reste plein et entier. Enfin, cette question, elle reste à traiter. Et puis, un dernier petit point qui a été traité dans ce groupe de travail, c'est tirons les leçons de la crise Covid. Et merci à Laurent Tréluyer d'avoir largement insisté sur ce point. Je pense qu'on a encore à le faire. Alors, à partir de ce constat est partagé. Il y avait dans le groupe de travail des praticiens, des hospitaliers, des chercheurs, des entreprises, des petites, des grandes, des associés du DM. Bon, que fait-on? Eh bien, justement, on passe à l'acte. Parce que faire du numérique, penser la valeur du numérique, ne peut s'apprendre qu'en faisant. C'est un savoir expérientiel. Donc, dans le cadre de ce travail, on a identifié sur le territoire national, 8 grands territoires qui travaillaient sur l'implémentation du numérique en se posant la question de la valeur du numérique pour notre système de santé. Pas seulement pour l'hôpital, pas seulement pour la ville, pas seulement pour tel ou tel, mais pour la population et les soignants qui s'en occupent. Donc 5 de ces territoires ont été portés par la Fédération hospitalière de France et 3 de ces territoires sont financés par la BPI. Et l'exercice qui est devant nous, sous la houlette de Paris Santé Campus et sous la houlette aussi du comité stratégique de filière, c'est de regarder, d'accompagner, de croiser les expériences de ces territoires et de les diffuser. Merci. Merci Monsieur Picard pour cette belle énergie, cette belle initiative, et je pense qu'on va tous contribuer à notre niveau parce que c'est un sujet extrêmement important. J'en profite. En plus, c'est une transition. Exactement. Alors, dans le prolongement de ce sujet de souveraineté, nous avons aussi la chance d'avoir dans la salle un haut représentant en fait, d'Asso Systèmes, qui est un bel exemple de réussite française à un niveau mondial. Donc je crois que nous avons la présence de Monsieur Naon. J'aimerais bien souhaiter qu'il puisse intervenir pour nous faire une petite présentation des travaux autour de l'IA d'Asso Systèmes. On va vous donner un micro. Qui a juste derrière la caméra, un rayonnement mondial. Si vous pouvez vous mettre debout, il est là, derrière, voilà. Il était juste à l'angle. Je profite là juste de ces petites secondes où on donne le micro à Monsieur Naon pour vous signifier que d'ici très peu, nous ouvrirons le cocktail dînatoire, qu'il y aura juste après cela possibilité de continuer d'échanger de manière informelle durant le cocktail, parce qu'on se rend bien compte que c'est un sujet qui prête beaucoup à réflexion, et vous avez sans doute des questions encore à poser, donc vous pourrez le faire autour de ce cocktail. Nous aurons notre invité surprise dont on vous parlait tout à l'heure et puis une conclusion qui sera apportée par le professeur Évrard. Bonjour, merci de me donner la parole. Je représente plutôt le lab, le 3D Experience Lab de Dassault Systèmes, où nous on accompagne en fait des startups dans l'usage, entre autres, forcément du numérique et de nos solutions, et très souvent pour une meilleure santé, pour un meilleur bien-être et en tout cas pour un impact positif. Je n'ai pas nécessairement de mandat ici pour représenter Dassault Systèmes, donc merci pour votre introduction, mais je serais ravi de m'entretenir personnellement avec vous si vous le souhaitez pendant le cocktail. Merci. Merci beaucoup. Alors j'aurais aimé pouvoir vous donner la parole dès maintenant et pouvoir poser vos questions, mais je vous laisserai le faire autour du cocktail parce que malgré tout, je sens que vous avez soif aussi. Donc on va essayer de terminer cette soirée en respectant un tout petit peu nos délais. Alors cet invité surprise, qui était-il? Nous avons tout à l'heure eu une petite introduction qui a été faite en parlant de Paris Santé Campus, et nous avons la chance parmi les invités de marque que nous avons parmi nous ce soir d'accueillir le professeur Ténière, que je demande de rejoindre la scène. Merci de l'accueillir comme il se doit. Le professeur Antoine Ténière, qui est directeur de Paris Santé Campus et à qui je donne le micro pour nous faire un petit exposé. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, bonsoir à tous.
Merci à tous les intervenants. J'ai trouvé les débats absolument passionnants. On voit bien toute la complexité que ces questions et ces nouvelles technologies posent, et à la fois tous les enjeux qu'il y a pour notre système de santé. Et c'est avec cette logique-là, justement, que le président de la République a souhaité mettre en place un programme emblématique qui accompagne la transition numérique du système de santé. Vous savez que la santé est un secteur ultra régulé, qui est riche en innovation, mais qu'il faut accompagner aussi dans ses évolutions. Et l'enjeu ce soir, c'est d'arriver, à travers les exemples qui ont été montrés sur l'IA, mais qui se nourrit d'autres éléments qui sont les données, qui doivent se nourrir elles-mêmes d'une culture spécifique, qui doivent se nourrir de modèles de valorisation et de tout un ensemble de visions qui sont extrêmement importantes, d'arriver à rassembler dans un centre tout à fait emblématique et unique au monde toutes les bonnes énergies, toutes les bonnes compétences autour de ces questions de transformation numérique du système de santé. Que ce soit des chercheurs, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des financeurs, que ce soit des soignants, que ce soit des étudiants, parce qu'il faut former les métiers de demain, que ce soit des institutions. On a beaucoup parlé du Health Data Hub, qui est évidemment partie prenante de Paris Santé Campus, ou que ce soit les directions centrales des différents ministères qui accompagnent le programme, ministère de la Santé, ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, ministère de l'Économie et des Finances, évidemment secrétaire d'État au numérique. Toutes ces compétences seront rassemblées dans un site unique qui sera l'hôpital du Val-de-Grâce rénové pour l'occasion, avec un délai de réhabilitation de quelques mois, voire quelques années, mais qui démarre en fait sur un premier site dans le 15e arrondissement d'ici une quinzaine de jours. Et donc à la fois un ancrage physique parisien, mais une volonté nationale, comme ça a été bien souligné par Robert Picard, d'associer toutes les bonnes initiatives territoriales pour faire grandir justement toutes ces questions sur le numérique en santé. L'enjeu étant d'arriver à fédérer un écosystème national, de le rendre visible, de le rendre synergique et puis de le rendre en capacité de créer un pôle international extrêmement fort, comme on peut le voir dans d'autres thématiques, à Boston, à Pékin ou sur d'autres aspects. 5 grandes institutions qui se sont rassemblées, l'INSERM, l'INRIA, l'Université PSL, le Health Data Hub et l'Agence du numérique en santé, mais en lien très fort avec toutes les initiatives françaises autour de la santé, la PHP notamment, et à travers le programme Hôtel Dieu, et beaucoup d'entreprises et d'industriels qui nous rejoignent, que ce soit des jeunes startups ou des grands groupes, avec la logique d'accompagner justement le dynamisme entrepreneurial autour du numérique en santé, pour mettre en place dès maintenant justement ces initiatives autour du numérique en santé. Voilà. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous autour du cocktail, et je vous remercie beaucoup de ces quelques instants de présentation de Paris Santé Campus. Merci. Merci beaucoup. Très beau projet que nous allons suivre de près. Avant de passer à la photo de classe, en remettant tout le monde à sa place pour faire une photo souvenir, je vous propose de conclure cette soirée avec le professeur Philippe Évrard, qui est donc le secrétaire général de l'association 3A, avec laquelle nous avons eu le plaisir de co-organiser cette soirée. Et je vais lui laisser la parole pour pouvoir conclure. C'est à vous. Est-ce que... Voilà, je vais peut-être vous mettre les micros comme il faut. Voilà. C'est tout bon. Chers amis, comme vous pouvez le supposer, je vais faire une conclusion. J'ai aussi naturellement mes centres d'intérêt dans tout ce qui a été traité, comme nous tous, mais je vais être très terre à terre par rapport à notre association partenaire de Softway aujourd'hui et de l'assistance publique. Donc, au nom des alumni de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, je vous exprime nos remerciements les plus chaleureux pour cette soirée si importante et stimulante pour l'avenir des soins et de la prévention en faveur des populations que nous servons. Mes remerciements s'adressent à Monsieur le Président Patrice Tesson, à ses partenaires, à ses services de direction de Softway, à ses collègues, à tous les orateurs, ils vous ont déjà été présentés, à la Direction générale de l'assistance publique, qui est représentée ici par Madame la directrice générale Edith Ben-Mansour, qui est membre du directoire de l'assistance publique, bien sûr par le directeur du système d'information de l'assistance publique, notre ami Laurent,
et aussi par quelqu'un qui a dû se décommander en toute dernière minute, le directeur général Vincent Delpech, mais qui nous a beaucoup accompagnés dans la préparation, qui est lui aussi membre du directoire de l'assistance publique et qui nous a envoyé un message à David et à moi-même, un autre message, demandant d'excuser son absence alors qu'il attachait un grand prix à être avec nous, parce qu'il a une urgence absolument majeure dans un des principaux hôpitaux de Paris qu'il dirige, puisqu'il est le directeur général du GHU Nord de Paris, comme vous le savez probablement. Leur participation à notre réunion d'aujourd'hui vient renforcer encore le soutien constant depuis 25 ans apporté par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris à notre association des alumni, qui fut jadis fondée par le professeur Alain Laugier avec la très robuste impulsion d'Antoine Durleman, qui était alors directeur général de la maison. Je veux aussi remercier particulièrement ceux venus de l'étranger, le professeur Philippe Coll, le docteur René Metz, que vous avez entendu tous les deux, le docteur René Metz représentant les autorités de santé luxembourgeoises. Et surtout, vous tous, mes chers amis et collègues, qui nous honorez de votre présence et de votre participation. Si je peux utiliser ça moi-même. Voilà. Alors, le concept d'intelligence artificielle remonte à la fin des années 40 et nous fait rêver depuis longtemps. Déjà, on a rêvé de l'intelligence artificielle avec Star Trek et avec beaucoup d'autres épisodes de science-fiction. Et en passant, y compris par les concepts de noosphère de Vernadsky et d'infosphère de Floridi. Notre ami Alexandre Templier, préfère le terme d'apprentissage automatique, notamment, enfin, pour une partie, que j'ai d'ailleurs adopté sur son conseil, au moins pour une partie des questions de l'intelligence artificielle. Mais lorsqu'on discute avec lui en privé, il vous dit qu'il est presque certain, il nous l'a redit, que ça n'aboutira pas à certains aspects futuristes d'une forme de personnalité de l'intelligence artificielle à contrôler par l'homme, au centre des rêves et des cauchemars de la science-fiction, mais tout à fait en privé, quand vous le poussez, il vous dit « mais quand même, je n'en suis pas sûr absolument à 100%. Je ne déforme pas ta pensée. » Il n'en est pas certain à 100%. Voilà une intelligente conversation qu'on peut avoir avec Alexandre en privé. Je crois que ce n'est pas sans importance, cette affaire. Alors pour moi, la prise de conscience de l'intelligence artificielle, que j'ai suivie comme tout le monde depuis mon adolescence, puisque c'était en 1949 que ça a commencé, mais la prise de conscience concrète fut très tardive chez moi. Elle fit suite à la décision prise en 1996 par le président Bill Clinton de faire gratuitement cadeau au monde entier de tout le contenu de la base de données Medline, donnant accès à toutes les publications scientifiques biomédicales publiées dans le monde entier. Absolument gratuitement, nous en vivons encore. Donc nos investissements dans nos pays d'Europe doivent quand même parfois rester modestes. En tout cas, il faut reconnaître le mérite parfois de tels investissements. En tout cas, ce fut un cadeau de Clinton. Alors je rajouterai, je ne sais pas si Philippe Coll le sait, ni René Metz, puisque tous les deux ont, comme moi, jadis, à des périodes différentes, passé des années au Mass General Hospital à Boston. Mais est-ce que tu sais qui a inspiré à Bill Clinton de faire ça? C'est mon ami malheureusement décédé, vous connaissez peut-être, Octo Barnett. Octo Barnett qui était le responsable de l'informatique de Massachusetts General Hospital.
et qui était dans un petit comité de conseil et qui a un jour persuadé Bill Clinton de faire ça. Mais nous en vivons largement de cette affaire. Alors actuellement, cette base de données appelée PubMed est gratuitement ouverte, comme vous le savez, au monde entier, et comporte plus de 30 millions de publications parues depuis 1954. Et elle est déjà... c'est de l'intelligence artificielle tout à fait à la base, hein. Ce n'est pas l'intelligence artificielle de seconde et de troisième génération, ni ce qui vous a été... Mais enfin, ça a révolutionné la vie des médecins, mais totalement révolutionné. Peut-être encore beaucoup plus d'un très grand nombre de découvertes médicales. Et vous pouvez, quand vous avez un patient qui vient à une maladie rare, vous suspectez, vous êtes à votre cabinet de consultation, vous avez votre petite machine devant vous, en quelque chose comme 1 minute, 2 minutes, vous pouvez sortir sur les 30 millions de publications qui sont là-dessus, quand même le plus souvent des choses très essentielles en quelques instants. Et puis, vous avez de plus en plus de patients qui viennent à la consultation après l'avoir consulté et qui forcent le médecin parfois à réfléchir. Donc, je pense que c'est très important, mais c'est un niveau... Alors moi, j'ai toujours beaucoup aimé, surtout quand j'ai appris le décès d'Octo Barnett il y a 2-3 ans, de voir que cet homme qui était tout le temps dans les couloirs du Mass Général, très humble, c'est lui qui a fait décider ça par Clinton, dont nous vivons encore. Alors actuellement, d'ailleurs, ça c'est le rapport récent des académies nationales des États-Unis. On fait état dans leur rapport de tout ce qui s'investit maintenant dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des formes de dernière génération pour exploiter, pour aider à la décision, l'immense base de données en question. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'essentiel qui est déjà, à mon avis, à adopter dans tous nos grands hôpitaux universitaires, de suivre cette affaire, parce que c'est une base de données extrêmement importante. Je suis allant tout à fait dans la ligne de ce qui a été dit tout à l'heure. En terminant, donc maintenant, l'apprentissage automatique, l'aide à l'apprentissage, etc., c'est devenu franchement notre pain quotidien. Qu'on refuse ou qu'on accepte le terme d'intelligence artificielle en tant que tel, ou avec les nuances que je viens de vous faire, c'est strictement notre pain quotidien en médecine, notamment le PubMed. Juste une petite parenthèse, je sais qu'il y a parmi vous ici pas mal de directeurs d'hôpitaux de France. Alors, moi, je recommande aux directeurs d'hôpitaux, moi qui ai beaucoup pratiqué comme médecin des directeurs d'hôpitaux, vous savez, les médecins, parfois à leurs directeurs, pour avoir des nouveaux équipements pour aider leurs malades, ils vendraient des frigos aux Esquimaux dans ce qu'ils disent à leurs directeurs. Donc moi, je recommande aux directeurs d'hôpitaux de se mettre au PubMed. Parce que vous l'avez en 2-3 minutes, quand vous avez une discussion à avoir avec un de vos médecins, et Dieu sait si j'en suis, et je suis solidaire d'eux, mais au moins allez tapoter vous-même un peu sur le PubMed pour savoir de quoi il va venir vous parler, parce que ça vous aidera à faire un argumentaire intelligent, et ça aidera au binôme médecin-directeur d'hôpitaux. Bon, voilà, ma parenthèse est terminée pour le PubMed. Alors, je voudrais maintenant, en terminant cette conclusion, vous inviter tous aux activités de notre association des alumni et amis de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, dont, comme on l'a dit, j'ai assuré le secrétariat général depuis la fin de ma chefferie de service et de mes responsabilités en recherche et autres. J'ai d'ailleurs le plaisir, s'il veut bien se lever, de vous dire que nous avons élu et choisi, parce que j'estime qu'après ces 10 années, je continuerai à rester attaché à cette association et à y travailler, mais je crois que j'ai fait depuis la fin de mon consultanat 10 ans pour cette association, et maintenant c'est le professeur Jean-Christophe Mercier qui, dans quelques mois, me succédera comme secrétaire général.
vous dire aussi que notre prochaine réunion aura lieu le 9 décembre à 17h. C'est une grande conférence à l'occasion de notre 25e anniversaire. Et l'orateur que nous avons invité pour cette grande conférence, c'est le professeur Bernard Granger. Est-ce que Bernard est là? Qui est professeur à l'Université Paris-Descartes, membre du conseil de surveillance de l'assistance publique et membre de la commission médicale d'établissement. Et il nous fera une conférence sur le thème « Bilan et perspectives du système de santé en France ». Et nous aurons le plaisir d'avoir comme discutant lors de sa conférence M. Pierre-Emmanuel Le Serre, que vous connaissez probablement, qui est actuellement directeur général adjoint de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, outre ses nombreuses qualifications. Et le coordinateur de la réunion, c'est le professeur Jacques Gonzalez, qui est probablement là aussi, et qui met à notre disposition, parce qu'il est secrétaire général, c'est un des premiers dans la fécondation in vitro, hein, mais il est aussi actuellement, y compris pour des aspects des sciences de la vie, le secrétaire général de la célèbre Société de Géographie de Paris, et il mettra à notre disposition ce jour-là le superbe amphithéâtre, peut-être le plus beau de Paris, de la Société de Géographie, 184 boulevard Saint-Germain. Et pour ceux qui le souhaitent, ce sera suivi d'un dîner chez Françoise, à l'aérogare Air France des Invalides. Merci encore à tous. Merci beaucoup, professeur Évrard. Le rendez-vous est pris pour votre prochain rendez-vous. Et puis, force est de constater que le sujet fait réagir. Donc, il y aura forcément une prochaine édition. Vous avez répondu à notre interrogation. On se disait, va-t-on faire une prochaine édition? Oui, nous la tiendrons et vous tiendrons informé de sa date. J'invite toutes les personnes qui sont intervenues durant la soirée à nous rejoindre sur scène. On va faire une petite photo de famille et puis juste après, nous pourrons nous retrouver autour de ce cocktail dînatoire et vous pourrez continuer à échanger avec l'ensemble de nos intervenants. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence, votre participation. Merci messieurs pour la qualité de ces échanges, pour le niveau de prestation que vous avez offert à notre auditoire. Je vous souhaite une excellente soirée au nom de Softway Médical et de l'association 3A. Et je vous demande de bien vouloir vous réunir. On va faire une petite photo.